Hello à toi et bienvenue dans le podcast de Fundamentals. Si c'est ton premier épisode, je t'explique le concept tout de suite et si c'est pas le cas, merci pour ta fidélité. J'ai la chance de recevoir un ou une invitée avec qui je parle de sa profession. Mais avant tout, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre pourquoi la personne que j'ai en face de moi fait ce qu'elle fait. Alors que tu écoutes ce podcast dans ton canapé, ou en train de faire ton sport, ou encore en train de faire les tâches ménagères, je te propose, à la fin de l'épisode, si tu l'as aimé, de le liker et de le partager sur toutes tes plateformes. Encore une fois, je te souhaite la bienvenue dans le podcast de Fundamentals. Hello Valentin, bienvenue dans le podcast. Salut, comment ça va? Ça va et toi? Ça va impeccable. J'ai hâte Cool. de voir un petit peu ce qui m'attend dans le podcast. Est-ce que tu es déjà passé dans un podcast? Ouais, j'en ai déjà fait, j'en ai déjà fait quelques-uns. J'en ai pas fait énormément, mais j'ai dû en faire 3-4, ouais. Ok, et t'es allé chez qui du coup pour faire les podcasts? J'en ai fait un avec sur le podcast de Rudy Mhm. Koya. J'ai fait un podcast sur Podcast. Ok, J'en ai fait un. Alors j'en ai enregistré un, mais je pense qu'il sortira jamais parce qu'il devait sortir il y a 3-4 semaines déjà. Je pense que le gars il a oublié qu'on l'avait fait. ok, Euh, donc il y avait ça et bah non, du coup j'en ai fait que 3, je pense. d'accord. Et dans les podcasts que tu as déjà fait, vous abordiez quoi comme thématique? Avec Rudy, on abordait beaucoup la rééducation, Mhm. le tendon, etc. Parce que c'est globalement ce que je fais de manière essentielle. Et après les deux autres, c'était plus sur mon parcours et en gros la vision que j'ai, mais plus de l'entraînement. Parce que comme je suis à la fois kiné et préparateur physique, on parlait plus entraînement que de kiné, du coup. Ok, d'accord. Bon, on va essayer du coup de parler un peu d'autre chose. Aujourd'hui, Valentin, moi je te connais que depuis le 26, je crois le 26 juillet 2025. Ça fait un Euh, mois. ouais, ça Un fait mois un pile. mois, exactement, ça fait un mois tout pile. J'ai eu En le fait, nos un mois. C'est C'est ça, en mignon. fait, non, à moi, qu'est-ce que c'est chou. J'ai eu le plaisir de te rencontrer lors des Super Physique Fit Games organisés par Rudy. D'ailleurs, Rudy, hello, si tu nous écoutes. Coucou à toi. Est-ce que tu pourrais te présenter pour mes auditrices et mes auditeurs, et puis pour moi aussi, que j'en apprenne un peu plus sur toi, du coup? Ah, parce que le seul truc que je sais, c'est que tu es capable de courir 1 km et 60 mètres en 3 minutes 33 en crocs. Voilà. Voilà. Voilà, Mais je pense que ça résume à peu près toute ma vie. Tout est résumé dans cette phrase. Non, qui je suis? Alors, je vais professionnellement parlant, on va surtout s'intéresser à ça. Je suis kinésithérapeute. J'exerce en déconventionné. C'est un petit peu la particularité de ma façon d'exercer. Donc, c'est-à-dire que les soins que je propose sont pas pris en charge par la sécurité sociale. C'est souvent pour ça que on vient me questionner ou dans les podcasts, on vient m'en parler, comment c'est Mhm. possible, etc. Donc je suis sur Nice et mais après je me déplace sur globalement toute la Côte d'Azur et après j'ai des patients qui sont un peu répartis partout dans le monde et qui des fois me demandent de venir les voir. Je suis également préparateur physique, donc c'est par ça que j'ai commencé. J'ai commencé par un master STAPS, préparation physique et athlétisation, Mhm. ce qui me permet en fait d'avoir la double casquette, préparation physique kiné, donc de proposer un suivi qui est un peu plus long dans le temps, où Mhm. je vais pouvoir soit suivre la personne dans sa préparation physique et en cas de pépin, exercer la kiné, ou alors récupérer la personne blessée et ensuite la suivre sur la préparation physique, le retour à la performance, si tant est qu'elle soit destinée à retourner à la performance, quoi. Ok. Est-ce que volontairement tu briques tes clients à la fin des suivis pour les récupérer en kiné, donc du coup les mettre dans un cercle vertueux de je te prends, je te retape, je te recasse et ainsi de suite? J'aurais pu essayer. Au début, c'était une option, histoire d'assurer un business plan qui soit viable. Mais non, c'est vrai que à l'heure actuelle, comme la demande est assez, enfin, j'ai pas de problème de demande. Mhm. J'aime bien plutôt travailler avec des collaborateurs sur différentes spécialités. C'est-à-dire que je vais essayer de m'entourer. Alors, en termes de kiné, tu vois, par exemple, moi, je fais que du musculo-squelettique. Mhm. Donc, tout ce qui va toucher le système nerveux, je fais pas très bien. La respi, je fais pas très bien. La pédia, je fais pas très bien, etc. Donc, déjà, j'essaie d'avoir des kinés autour de moi qui sont meilleurs que moi dans ce domaine-là. Et pareil pour la préparation physique, c'est vrai que j'aime bien m'entourer de personnes qui sont très très fortes dans leur domaine. J'estime que quasiment impossible d'être très très fort partout. Donc à un moment donné, il faut essayer de se spécialiser, surtout quand on commence à toucher à la performance. Et donc du coup, en fonction de la demande que je vais avoir, je vais pouvoir réorienter vers des prépas physiques plus spécialisés dans certains domaines. Ok, toi, donc sur la partie kiné, donc pour les auditrices et les auditeurs suisses qui nous écoutent,
La kiné, c'est pour nous ce qu'on appelle la physiothérapie en Suisse. Et du coup, ben, vous l'aurez compris, mais Valentin, il se place en France. Toi, ta spécialité sur la kiné, c'est le musculo-squelettique. En prépa physique, tu as une spécialité, un sport de prédilection ou une qualité athlétique que tu préfères développer chez tes athlètes ou pour laquelle ils viennent vers toi? Moi j'ai commencé dans les sports de combat, donc c'est vrai que la préparation physique, j'ai plutôt tendance, enfin aujourd'hui, ceux que je peux suivre, ils vont être dans les sports de combat, et après ça va être plutôt dans les sports de type force, ou en tout cas quand la qualité de force intervient, Mhm. notamment dans tout ce qui va être, bon aujourd'hui c'est très à la mode, mais par exemple l'Aerox ou ce qui pouvait être le CrossFit. J'en ai quelques-uns de force athlétique, Ouais. forcément. Et après, je vais avoir ponctuellement des athlètes de très très haut niveau dans certains sports, mais comme eux, ils ont le championnat et qu'ils ont déjà leur staff, etc. C'est des personnes, c'est des athlètes que tu vas avoir que pendant leur off-season, donc tu vas les avoir pendant 2 semaines, 3 semaines, par-ci, par-là. Mhm. C'est pas des personnes que je suis à l'année de manière régulière, quoi. D'accord. Et ça, ils sont dans les sports que tu as précités avant ou ils sont dans des Non, là, sports différents? il y a des footballeurs, j'ai des basketteurs, basket, football, et j'ai un volleyeur. Ok. Bon, je pense qu'on pourrait faire tout un débat et tout un podcast là-dessus, mais au final, est-ce que même si la qualité de force s'exprime pas dans tous les sports de la même manière, est-ce que un minimum de force est pas nécessaire dans quasiment tous les sports? En fait, ça va dépendre de comment tu définis ce qu'est la force. C'est vrai que dans l'inconscient collectif, on associe la force à soulever des barres lourdes. Tu sais, Mhm, le mec est fort parce qu'il soulève lourd. De manière générale, la force, d'un point de vue de l'organisme humain, la force, c'est juste la capacité à recruter l'ensemble de tes ressources, donc dans ton organisme interne, pour pouvoir les exprimer sur une tâche donnée. mhm. Donc, en gros, tu peux être fort à faire le grand écart, par exemple. Ouais. Tu vois, si tu es capable de recruter toutes tes capacités en termes de souplesse et de mobilité, ça devient une force que tu vas exprimer ensuite sur un geste qui est le grand écart. Donc, forcément, la force se retrouve dans toutes les disciplines puisque tu vas être fort à une certaine tâche. Et après, il faut. Moi, mon job, c'est notamment de trouver quelles sont ces ressources dont tu as besoin pour performer et les développer. Et du coup, te rendre fort à la tâche. Mhm, Plus tu as de ressources dans ton organisme, plus tu es capable d'y avoir accès et plus tu peux être performant. Donc, oui, complètement. Le développement de la force, donc le développement de la capacité à recruter ces ressources est indispensable. Après, est-ce que soulever lourd, si on en revient à la définition de base, soulever lourd est indispensable? Oui, alors je vais te rejoindre sur le fait qu'il en faut un minimum, quoi. mhm. Il en Ok, faut un minimum. ça marche. On reparlera de ça après, et notamment de la préparation physique sur les sports de combat. Je vais me garder un petit temps pour parler de ça avec toi parce que moi, je viens des sports de combat initialement comme sport, comme pratique personnelle, et j'ai vu beaucoup de choses bizarres être faites en club, notamment en termes de préparation physique sur les sports de combat, mais on aura le temps d'en reparler. Mhm. Initialement, tu te destinais à ce parcours professionnel ou pas du tout? Non, initialement, je me destinais à l'armée de terre. Ok. Pas initialement, je me destinais à rien du tout. Et comme toute personne qui se destine à rien du tout, bah, tu finis souvent par te dire que l'armée, ça peut être une solution viable, quoi. Tu vois. Ok. Donc, j'étais destiné, enfin, je m'étais dit pourquoi pas faire l'armée, etc. Et quand j'avais été à l'armée, donc c'était à la fin de mon lycée. Et à la fin de mon lycée, en fait, mon dossier scolaire ne me permettait de rentrer nulle part en termes d'école. Alors, c'est pas le format actuel hein, qui est beaucoup plus compliqué, mais à l'époque, en gros, l'université, les facs, tu pouvais y rentrer sans trop de problèmes. Et tout ce qui était école, bah là, c'était sur dossier. Bon, toutes les écoles m'avaient refusé, donc j'avais accès aux facs, mais j'en avais pas beaucoup qui m'intéressaient. Et du coup, je me suis dit, bah, pourquoi pas faire l'armée directe, quoi. Et quand j'étais allé au CIRFA de Nice, ils m'avaient expliqué un peu tout le cheminement et ils m'ont expliqué, en gros, si tu rentres maintenant dans l'armée, bah, ton futur, il est moyen. Parce que tu seras militaire du rang et forcément, à un moment donné, tu vas être limité puisqu'on va te demander des diplômes. Donc, ils Mhm. m'ont dit, ce qui peut être intéressant, c'est de d'abord commencer tant que tu es encore jeune et que tu es dans l'école, de faire tes diplômes et après de revenir dans l'armée avec tes diplômes pour commencer un peu plus haut sur l'échelon, quoi. Et du coup, Ah, parce que toi, tu voulais aller à l'armée directement en sortie de lycée? ouais, bah oui, moi, je voulais faire un truc, quoi.
Ok, ça Je, marche. je voulais. Et pour revenir juste sur le fait que enfin, tes diplômes te permettaient pas de rentrer dans les écoles, c'est parce que la scolarité a été compliquée pour toi. Ouais, la scolarité, ça n'a pas été un grand moment de. Enfin, ça dépend quelle partie de la scolarité. Mais la scolarité collège-lycée, ça a été un moment un peu compliqué. Je sais pas si c'est la scolarité, si c'est l'âge ou l'environnement, mais c'est pas Trois. mes plus belles années. Ok. Tu vois, c'est pas mes plus belles années et c'était pas les plus belles années que j'ai offertes à mes parents. Je vais pas te mentir, j'ai fait un peu pareil. Voilà. Donc, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il a fallu quand même. Bon, mon père m'a rapidement fait comprendre que il m'aiderait si je fais quelque chose, mais il m'aiderait pas si je fais rien. Donc, j'ai dit, OK, Mhm. il faut que je trouve un taf, quoi. Et donc, du coup, c'était l'armée. Pour moi, c'était. Même mon grand-père était dans l'armée, il parlait souvent de l'armée. Je me suis dit, OK, bon. En soi, il faut être un peu sportif. Je suis sportif. On va me dire quoi faire. Ça tombe bien. De toute façon, j'ai aucune idée de quoi faire. Donc ça peut m'aller, quoi. Ça peut Mhm. m'aller. Et c'est après seulement quand on m'a expliqué le processus, c'est qu'on m'a dit, ah, ça serait quand même bien que le bac, ça va pas te servir à grand chose, si tant est que tu l'avais, parce que c'était pas encore garanti à ce moment-là. Ça va pas te servir à grand chose. Il vaut mieux que tu rentres avec si tu peux, un bac plus 2 parce que tu deviens directement, tu peux rentrer à Saint-Mexan, donc c'était l'école des sous-officiers. Et si tu viens avec un bac plus 5 tu peux tenter les concours pour rentrer à l'école d'officier de Saint-Cyr. Mhm. Donc, moi, je me suis dit, bon, après tout, pourquoi pas envoyer un bac plus 5 quoi, tu vois, je veux dire, tant qu'à faire. En fait, j'avais pas du tout conscience de ce que je faisais. Quand Et tu dis bac plus 5, de nouveau, je fais la traduction pour les ah ouais, critiques, c'est que tu fais 5 ans d'études post ton bac. c'est ça. Mais à la fin de ces 5 ans, tu dois quand même avoir un diplôme. T'as un master. Ok, T'as un master. ça marche. Master 2 du coup. Ouais. Parce qu'en France, on s'amuse à donner un nom de diplôme à chaque année. Alors, c'est pas reconnu, hein, Ah, mais chaque année a un nom. ah, ok. Donc, tu vas avoir le DUG. Donc, ça, c'est après. Donc, t'as la première année, c'est licence 1. Deuxième année, t'as un DUG. Voilà. Troisième année, t'as une licence 3. Ok, Quatrième année, t'as un master 1. Et cinquième année, t'as un master 2. Et si tu fais 8 ans, t'as un doctorat. ok, d'accord. Voilà. Ok. Et donc nous, en gros, quand on dit que tu as bac plus 5 non, hormis si tu t'es juste amusé à faire 5 fois la première année d'une école, tu vois, ce qui est faisable, parce que ça revient au même, tu as fait 5 ans d'études après ton bac, mais sinon, normalement, après 5 ans d'études post-bac, tu ressors avec un master 2 Ok. si tu as réussi, tu as validé tes années. Donc moi, je me suis dit, ok, je vais faire ce master 2 je vais faire mes 5 ans d'études, et puis on verra bien. Bon, après, la question s'est posée de trouver quelle université j'allais aller. Mhm. Compte tenu des notes, j'allais pas aller en spé maths ni des choses comme ça, donc je suis allé dans la fac de sport, quoi. Ok. Voilà, donc j'ai atterri à la fac de sport. Par chance, à l'époque, c'était pas très sélectif. Il y avait même pas de test physique à l'entrée, alors que maintenant il y en a. Donc je Ils suis sont rentré à durs. la fac de sport. Hein? Ils sont durs les tests physiques maintenant pour rentrer à la fac? Non, non. Enfin, c'est dur. Ça dépend. Moi, je les considère pas durs. Ok. Après, quelqu'un qui n'a jamais fait de sport va considérer ça dur, mais je trouve ça logique qu'en rentrant à la fac de sport, on te fasse faire un minimum, que tu saches faire un minimum de squat, un minimum de développé couché, et peut-être je crois que c'est des tractions, et que tu un minimum d'endurance, quoi. Mais on n'est pas sur des tests d'entrée de l'armée de terre, hein. On est sur Ok. des trucs plutôt relax, quoi. D'accord. Donc du coup, je suis arrivé à la fac de sport. Fac de sport première année, on est 1500. Wow. Enfin, en tout cas, à l'époque, hein, du coup, je pense que c'est pour ça maintenant qu'ils font des sélections. Ils doivent être un peu moins, je pense, mais on était 1500. Et après, par contre, le tri, il se fait très vite. Je crois que déjà, deuxième année, on est plus que 700, un truc comme ça, donc il y a la moitié qui a sauté. Et quand je suis arrivé donc à ma dernière année en Master 2, on était 25, je crois. Waouh! Ah ouais. Ok. Donc, Donc au voilà, bout de 5 ans, vous êtes 1500 en démarrant et vous ouais. êtes 25 à la fin. Ouais. Après, il y a un concept très clé hein, en France qui fait que tu es beaucoup. Enfin, maintenant, ça a peut-être évolué, mais à l'époque, on était très nombreux à la fac. C'est que quand tu rentres à la fac, tu peux toucher une bourse. Mhm. Donc, il suffit juste d'être inscrit à la fac et de faire acte de présence en cours. Peu importe ton année. Donc, il y a des gens, ils sont juste en première année pendant très longtemps. Pour la bourse? Pour la bourse. Ah ouais. Ok. Donc, ils en ont rien à faire de savoir s'ils passent en deuxième année ou pas. Tant qu'ils sont inscrits à la fac, ça leur suffit, quoi. Ouais. Ouais, Donc ça, voilà. en Suisse, je pense que ça pourrait pas exister. Bah, je pense qu'il y a plein de choses en France qui existent et qui pourraient pas exister dans beaucoup, beaucoup de pays. Ok, ouais, je. Mais chez nous, ça existe. Alors après, ça doit évoluer parce que maintenant, ça fait longtemps que j'ai quitté. Enfin, C'était longtemps, à pas quel si âge, longtemps. Valentin? Moi, j'ai 30 ans. Ok. En fait, j'allais dire, ça fait longtemps que j'ai quitté l'école, mais pas tellement, puisque une fois que j'ai fini mon Master 2 STAPS, donc j'ai fait Saint-Cyr, parce que quand même, c'était l'idée de base. J'ai passé l'école de Saint-Cyr et finalement, je suis pas allé à l'armée parce qu'en fait, ça me plaisait pas. C'est quoi qui a fait que ça t'a pas plu? Bah, en fait.
En fait, c'est le problème des décisions que tu prends par le fait que t'aies pas de choix. Tu Mhm. vois? C'est-à-dire qu'en fait, t'as pas vraiment envie de le faire, mais c'est juste que comme t'as pas d'autre option, bah, tu te dis, c'est ça qu'il faut que je fasse. Et du coup, bah, en fait, tu réfléchis pas à si ça te plaît vraiment. Tu y vas, tu dis, de toute façon, j'ai pas le choix, je le fais. Sauf qu'à la fin, bah, je me retrouvais avec un master, donc finalement, j'avais un peu plus d'opportunités. En plus, j'avais plutôt été bon à la fac, donc j'avais décroché des stages, j'avais rencontré des personnalités un peu importantes dans le monde du sport, donc j'avais des opportunités. Donc je commençais à avoir du choix et à peser un peu plus le pour et le contre. En plus, je venais de rencontrer mon ex-femme, donc du coup, je m'étais dit, bah, l'armée, t'es tout le temps en vadrouille à droite à gauche, t'es obligé de vivre avec des gens que t'as pas forcément choisis, parce que ça, c'est vrai qu'on n'y pense pas toujours, mais quand je vois les personnes qui se plaignent, tu vois, qui vont au travail et qui ont trois quatre collaborateurs qui peuvent pas supporter et que ça leur pompe de l'énergie, à l'armée, tu vis avec tout ton régiment toute la journée et t'as choisi personne, hein. Mhm. Et autant il y a des gens brillants dans un régiment, autant tu peux tomber sur d'autres spécimens, tu vois, Des gens moins brillants. des gens moins brillants. Donc du coup, c'est pas, en fait, je me suis rendu compte que c'est pas forcément quelque chose qui me plairait, quoi. Mhm. Donc ça a été tout un processus pour partir, parce que tu rentres difficilement, mais tu pars encore plus difficilement dans l'armée de terre. Donc voilà. Et je suis du coup revenu sur Nice sans travail. Mais avec un master 2. Mais avec un master 2, exactement. Donc là, ça a été un peu plus la crise. Parce que là, je me suis dit, ok, bon, maintenant, il faut que je fasse quelque chose. Parce que mon seul plan, je viens d'y mettre fin. Et donc, j'ai fait, je pense, j'ai dû faire au moins, j'ai fait 6 mois sans rien. Où du coup, j'étais entretenu, entre guillemets. Mhm. Tu vois, j'avais inversé, enfin, entre guillemets, inversé les rôles. C'est-à-dire que je me faisais entretenir par mon ex-femme. Et après, j'ai repris les écoles. J'ai dit, bah vas-y, il faut que je fasse un truc, je vais faire kiné. Parce que quand j'étais dans le sport, ce qui me dérangeait, c'est que dès que je proposais quelque chose à l'athlète, on me disait, il faut que je demande l'aval du kiné. Ah, toi, Moi, ça, t'as décidé d'exploser le système. Et puis voilà. et ça, j'ai dit non, non. Et j'ai toujours été un peu contre les règles comme ça, tu vois. Ouais, Donc, bah, c'est bien que tu sois pas allé à l'armée au final, hein. bah, de toute façon, moi, je pense que dans la vie, tout ce qui se passe, c'est. Alors, on s'en rend pas compte tout de suite. Ouais. Et j'ai mis du temps à m'en rendre compte. Mais globalement, quand il se passe quelque chose, il y a toujours une bonne suite. Donc du coup, je dis, ok, je vais faire médecine. Parce qu'en France, pour faire kiné, il faut faire la première année de médecine qui est une grosse année de concours. Et après, tu as 4 ans de kiné. Mhm. Donc quand j'annonce ça, du coup, j'ai 22 ans. Et du coup, hormis mon ex-femme qui y a cru, sinon personne n'a dit. Parce qu'en fait, la première année de médecine en France, c'est 10% de réussite. Ouais, mais en Suisse, c'est pareil. Ah, pareil, voilà, bah, voilà. En gros, on m'a dit, toi, à 22 ans, ça fait déjà un moment que tu as arrêté les maths, que tu as arrêté la physique et tout ça. Ça va pas le faire. En plus, il faut que tu arrêtes de travailler, que tu t'y consacres toute la journée, etc. Donc du coup, il m'en a pas fallu plus pour dire ok, c'est bon, je signe. Tu vois? Et du coup, je me v'là embarquer dans les écoles de médecine, pam pam pam. Donc tu passes ta vie à faire ça. Et à la fin, je finis 140 et du coup, j'ai accès à médecine, enfin j'ai accès à tout quoi. Mhm. Donc là, la question se pose, est-ce que je fais médecine? Ou est-ce que je Est-ce que fais je fais kiné? kiné? Qu'est-ce que je fais quoi? Ah, Et là, donc à la fin de ta première année, tu défonces tellement tout que tu peux aller dans n'importe quel parcours je médical. peux faire ce que je veux. Je Putain. peux faire ce que je veux. Et le truc, c'est que bah moi, je me connais. C'est-à-dire que si je choisis médecine, c'est pour finir chirurgien. Mhm. Et chirurgien, faut signer pour 13 ans. Voilà, ça fait 6 ans que je suis déjà dans les écoles. Ça va finir par être long. Donc, du coup, j'ai dit, OK, je fais kiné. De toute façon, c'est ce que je voulais faire là-bas. Ça me plaît bien, etc. Je ferai kiné. Donc, après, je rentre à l'école de kiné. À l'école de kiné, je tombe sur un directeur. C'était magnifique cette séance. Parce que, en gros, en France, avec ton master STAPS, tu peux demander une passerelle pour pas faire la première année de kiné. La Mhm. première année de médecine. Ouais. Et tu payes pour envoyer ta demande. Donc tu donnes des sous, je crois que c'était 100 balles, et ton dossier il est reçu, et après tu reçois une réponse pour savoir si tu peux aller à l'oral d'entretien, et l'oral je crois que c'était 150. Bon moi, je paye 100 balles, j'envoie le dossier, et j'ai une réponse négative, il n'y a même Mhm. pas d'oral. C'est non, on ne vous veut pas. Donc ok, bon bref, je faisais la première médecine, et je pense, je sais pas, une semaine après la rentrée, je croise le directeur et tout, il me dit bonjour, vous êtes qui et tout, donc je me dis, bah, je suis Valentin Copain et tout, et je dis, mais vous devriez me connaître puisque vous avez étudié ma candidature. Et il me dit, ah bon, et tout. Je dis oui. Il me dit, vous veniez et tout. J'ai dit de Staps. Il me dit, ah non, non, les candidatures Staps, on les lit pas, nous. Ah, voilà. Ok. Sympa. Sympa. Donc là, j'étais ravi. Dans ma tête, je voyais un billet de 100 euros qui s'envolait, tu vois, et une gifle qui avait gravement envie d'arriver dans. Mais bon, comme c'est le directeur de l'école, j'ai dit, on va rester raisonnable. Bon, du coup, autant te dire que l'ambiance était moyenne pendant les 4 ans. Et, Ok. euh, et Mais bref, moyenne parce qu'il t'a pris en grippe parce que tu venais de STAPS? non, non, c'est plus Ah. moi Ah. voilà,
C'est mon ego personnel qui a été vexé de me dire que le mec n'a même pas lu mon dossier, quoi. Ok. Et m'a viré. Lui avait à peu près rien à foutre de moi, je pense, donc ça lui posait pas trop de problèmes. Mais du coup, non, du coup, j'ai fait les 4 années de kiné et à la fin, bah, ça y est, je sors avec 2 masters parce que du coup, dans les années de kiné, j'ai fait un master recherche en parallèle. Donc Ok. j'ai le diplôme de physio, comme vous appelez là, Ouais. et un master dans la recherche. Donc, Moi, je trouve toujours absolument hallucinant à quel point des gens, toi, par exemple, moi aussi dans mon cas, on a eu cette problématique à l'école générale et arriver dans les branches qui nous passionnent où l'apprentissage en fait se fait de lui-même et voilà, tu as cette curiosité qui est dévorante et tu as envie d'aller apprendre, 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 apprendre. ouais, alors après, moi, je dois avouer que j'ai pas trop forcé quand même, hein. En collège-lycée, je pense que tu aurais pu mettre n'importe quelle matière, vu le taux de présence en cours, je me serais peut-être pas aperçu il y avait ces matières-là, quoi. Des matières Euh, intéressantes. ouais, voilà, mais après, sinon, c'est sûr, après, de toute façon, c'est comme tout, hein, quand tu commences, pas le problème de l'école publique, entre guillemets, c'est que tu fais pas vraiment le choix des matières. Mhm. Donc, tu étudies Oui. ce que. Et bon, après, ça, c'est discutable. Au-delà de ça, c'est vrai que pas tous les profs, parce qu'on va pas tous les mettre dans le même panier, mais Ah, bah oui. enfin, au-delà du fait que tu choisis pas ta matière, il y a des gens qui choisissent volontairement de la rendre encore plus indigeste qu'elle ne l'est. Ouais, ouais, moi, de toute façon, j'avouais que. En fait, ma mère, c'était drôle parce que ma mère elle me répétait sans arrêt, mais tu te rends pas compte, t'as les capacités et tout. Et moi, je lui disais, mais non, mais c'est toi, tu te rends pas compte. Et ça, c'est des phrases qu'elle me ressort encore. Mhm. Parce que c'est vrai que pendant toute l'année scolaire, enfin, les années scolaires, mon père, c'est pas qu'il a abandonné. Mais bon, il a vite compris que ce serait compliqué, quoi. Donc, Mhm. il s'en occupait de loin. Et puis moi, ça m'arrangeait parce que quand il s'en occupait, généralement, je me faisais démonter. Donc, ça m'arrangeait qu'il s'en occupe pas trop. Par contre, ma mère, elle a toujours été derrière moi. Ça, pour le coup, elle essayait, hein. À chaque fois, c'était drôle parce que j'étais dernier de la classe. J'avais des bulletins vraiment scandaleux. Et elle était là, elle dit, tu te rends pas compte, mais t'es probablement le meilleur de cette classe. Et je pense que c'était le déni ou je sais pas, peut-être qu'elle elle a vu quelque chose ou quoi, mais ça me faisait rire parce que moi dans ma tête je me dis mais t'es dans un déni fou maman. Ouais. Regarde, tu vois bien que non. Je- Et Ouais. bon après Moi, mon père était de toute façon, de manière générale, plus en retrait, et du coup, ma mère assumait les doubles casquettes. C'est-à-dire qu'autant je me faisais démonter, autant elle me disait, mais pourtant, t'es pas con, quoi. non moi ma mère m'a jamais non là, à ce niveau-là elle le Ok. faisait pas. Et donc, tu finis tes études de kiné, Ouais. tu ressors double master en poche, plus le STAPS, et du coup, le monde professionnel démarre? Comment tu démarres dans le monde professionnel? Le monde professionnel, il a démarré à la fin de mon master STAPS, hein, pendant les Ok. études de kiné, parce que c'est bien gentil de faire des études, etc. Mais ça nourrissait pas. Mhm. Donc du coup, en fait, dès que je suis revenu, enfin, pas vraiment dès que je suis revenu, mais quand j'ai, en parallèle de la première année de médecine, j'ai commencé à développer les coachings. Ok. Donc c'était un peu la galère pour jongler avec les deux, etc. Mais bon, donc pendant toute l'année de kiné, moi, j'étais très peu à l'école et beaucoup en train de faire des coachings. Et j'avais un job aussi dans une boulangerie. Ok. Donc comme ça, avec tout ça, parce que du coup on vivait déjà à deux, etc. Donc elle avait déjà son travail, elle était, bon, Dieu merci, elle était plus stable que moi. Mhm. Et mais moi du coup de mon côté, voilà, j'avais job dans une boulangerie pour avoir un truc fixe et je développais les coachings à côté et j'allais à l'école. Ok. Ouais, tu faisais des bonnes journées, quoi, hein. Ça faisait des bonnes journées. Ça faisait des bonnes journées, mais en même temps, bon, c'est comme ce que je disais, quand t'as pas le choix, tu réfléchis pas trop à si t'en as envie ou pas, quoi. Claire. Et du coup, quand j'ai fini l'école de kiné, bah, j'avais déjà les coachings que j'ai arrêté la boulangerie parce qu'à un moment donné, il fallait quand même se concentrer à ce que je voulais faire. Mhm. Et j'ai du coup, j'avais déjà quelques coachings qui me Ok. permettaient d'avoir un salaire cohérent, Tu on va dire. démarres, quand tu démarres les coachings, tu démarres directement avec des athlètes ou tu commences par monsieur et madame tout le monde? Ah non, je démarre par. En fait, c'était dans mon club de boxe, Ouais. enfin de MMA. À l'époque, c'était le Boxing Squad, qui est aujourd'hui l'un des plus grands de France, hein, mais je m'entraînais là-bas et en gros, c'est Jérôme Vollerin, qui est le préparateur physique toujours actuel des stars du club, qui m'avait dit, tu vas t'occuper d'Axel Sola. Alors, pour ceux qui connaissent, qui suivent le MMA, c'est un peu notre étoile montante française aujourd'hui. Ok. Mais à l'époque, je te dis ça, c'était il y a plus de 10 ans, donc c'était personne à l'époque. Et il m'a dit, tu vas le prendre en prépa physique, etc. Tu lui fais prendre un peu de masse, etc. Et tout. Et donc j'ai commencé à m'occuper de lui gratuitement. Et en fait, après, il y a des gens qui venaient s'entraîner dans le club qui m'ont dit, ah, j'aimerais bien aussi faire une séance.
Et du coup, j'ai fait une séance à lui. Je tenais les pattes d'ours à l'autre. Je demandais 20 balles en échange. Enfin, je faisais des trucs. Mhm. C'était plus du troc que réellement un business de coaching, tu vois. Et c'est comme ça que ça s'est fait. Et après, le bouche à oreille, j'ai dû commencer un peu à poster sur Instagram. Donc, je donnais essentiellement au début des cours de boxe, quoi. Mhm. C'était ça les coachings. Je donnais des cours de boxe ou des cours de fitness très, très, très classiques, quoi. Rien à voir avec ce que j'avais étudié pendant 5 ans. Tu vois. Le profil force-vitesse et le développement de la puissance, ça m'a pas beaucoup aidé. Et du coup, c'est comme ça que ça s'est fait. J'ai continué ça et après ça a grossi. Après, j'ai été contacté par des athlètes Et ainsi de suite. et ainsi de suite, quoi. Ok, cool. Donc, quand tu finis tes études de kiné, tu as déjà voilà, cette activité qui est stable, parce que du coup, ça fait quand même 5 ans que Cinq tu la ans. développes. Mm. Et du coup, comment tu intègres la kiné à ça? Et surtout, comment est-ce que tu fais le choix de te déconventionner? Ou est-ce que tu t'es conventionné et tu t'es déconventionné par la suite, ou tu as directement dit le système, Mm. je vais pas aller dedans? Bah non, moi j'ai Tiens j'ai donc, dit c'est bizarre. j'ai dit non, j'ai dit en fait pendant les stages que j'ai fait en kiné parce que ça c'est cool, tu fais des stages quand même un peu d'immersion. Donc tu te rends compte que de comment fonctionne la kiné. Moi j'ai dit ça c'est pas possible. Je peux pas faire ça. J'ai dit, je peux pas choisir entre soit gagner correctement ma vie, soit faire des soins de qualité aux patients. Je peux pas avoir 20 minutes à consacrer aux patients, être constamment sous pression. Le mec, il a besoin d'une heure, mais moi, j'ai que 20 minutes. Ou alors, je décide de faire du pognon et je fais un cabinet usine où j'en prends 10 à l'heure. Mhm. Je les mets tous dans un box, machine, etc. J'ai dit, ça, c'est pas possible. J'ai dit, j'ai pas fait 11 ans d'études pour devoir faire ça. Donc, quand je faisais les stages, les kinés me disaient, ouais, mais t'as une bonne vision, etc. Mais tu verras, c'est pas possible. Tu verras que tu devras manger. Les gens, ils veulent pas payer pour leur santé. Ils veulent pas payer pour la kiné. La kiné, ça doit être gratuite, machin, etc. Et donc, encore une fois, moi, c'est vraiment une phrase qui, il y a pas mieux pour moi, quoi. Hein. Mhm. Quelqu'un qui me dit, tu verras, c'est pas possible. Il y a pas mieux, quoi. Eh ben, tu vas voir. Oui, c'est un peu ça, mais tu sais, Tu vas c'est une voir. réaction très humaine. Hein. Moi, c'est Eh vrai que oui. des fois, avec les patients ou les athlètes, je l'utilise cette stratégie-là, hein, de ouais, non, je pense pas que tu y arrives. Tu dis ça à un athlète de haut niveau, je pense pas que tu y arrives. Tu peux être sûr que le gars, il va Moi, je, performer. je me suis rendu compte avec le temps qu'en fait, tu as, ouais, t'as deux types de personnes. Tu as celle quand tu lui dis, je pense pas que tu y arrives, qui va te faire, ah bon, eh ben, on va voir. Et puis tu as Hmm. l'autre qui va te dire, bon, bah, si tu dis que j'y arrive pas, je vais même pas essayer, quoi. C'est rare que ce soit des champions, eux, hein. Ouais, ouais. Ah oui, alors ça, de toute façon, c'est pas des athlètes de haut niveau. Euh, mais Euh, non, non, après, c'est clair qu'il faut connaître la personne qui est en face de toi, mais c'est vrai que quand tu sens que la personne marche à l'ego, cette phrase-là, elle t'ouvre oui, 1000 portes, quoi. ça, c'est sûr. Donc du coup, dès que j'ai eu mon diplôme, j'ai dit, je me déconventionne quoi. Mhm. J'ai dit, moi, je marche pas avec la sécurité sociale. On verra bien si j'ai des patients. Si je suis bon, ils viendront. Et en fait, l'idée m'est venue lors d'un footing sur la prom, prendre des Anglais à Nice, tu vois, donc c'est le bord de mer, où en fait, c'était un été, je cours, et là, je vois une file d'attente pour rentrer sur une plage privée. Ok. Le concept de la plage privée, il est fou. Oui. C'est-à-dire qu'en gros, quand même, tu viens, tu payes. Alors ici à Nice, c'est quand même pas donné, hein, c'est 50 balles la demi-journée. Wow. Pour avoir un matelas sur la même plage que celle qui est gratuite à 10 mètres. Et tu vas te baigner dans la même eau. C'est-à-dire que quand tu es dans l'eau, tu côtoies la personne qui n'a pas payé, mais vous êtes au même endroit, tu vois. Donc je me suis dit, les gens, ils sont prêts à faire la queue, à payer, juste parce que le service est un peu meilleur et qu'ils ont du confort. Ah, je me suis dit, s'ils sont prêts à payer pour ça, ils peuvent payer pour de la kiné. Si j'arrive à leur apporter la même chose, c'est-à-dire un peu de confort, de service de un peu meilleure qualité, etc. Donc je me suis dit, voilà, s'ils payent pour aller sur la plage, ils peuvent payer pour se faire soigner, quoi. Donc du coup, ça m'a renforcé et j'ai appliqué ce concept. J'étudie vachement les plages privées, moi. Je regarde un peu les services que proposent les plages privées aux gens Ok. et je les mets pas mal dans la kiné ou dans le suivi des athlètes. Parce que voilà, en fait, tu te rends compte que, bon, après les gens vont dire que c'est facile, toi, t'es dans une région où il y a de l'argent, mais je pense qu'il y en a un peu partout. Mais si tu montres aux gens que ton service, il vaut une certaine valeur, ils payent, hein. C'est pas le problème, quoi. Mais comme tu l'as dit, il faut être capable de faire percevoir cette valeur à la personne qui est en face de toi. Ah oui, oui, mais ça, de toute façon, c'est obligé. Mais moi, je suis le premier, tu vois. Je veux dire, si aujourd'hui, 80% de la population a acheté un iPhone, qui est quand même le coût d'un SMIG, je veux dire, tu vois, c'est quand même pas. C'est qu'à un moment donné, Apple a fait croire, ou en tout cas a convaincu 80% de la population que ça en valait le coup, quoi. Mhm. Ce qui est Ouais. discutable. Mais ils l'ont fait, quoi. Tu vois? Donc, et les gens n'hésitent pas chaque année à ressortir 1500 balles pour s'acheter le dernier iPhone, quoi. Et du coup, c'est quoi, selon toi, le top 3 des leçons business qu'on peut tirer des plages privées? Le top 3, il faut des places limitées. Ok.
Tu vois, parce qu'une plage privée, c'est un nombre de matelas et les gens, ils viennent en avance, etc. parce qu'ils savent que passer 8 heures, 9 heures, c'est full. Tu peux pas réserver. Donc, c'est premier arrivé, premier servi. Le deuxième, il faut que la personne, elle se sente importante. Tu vois? C'est-à-dire que le problème, quand tu es généralement dans un milieu comme la sécurité sociale le prône, c'est que tu deviens presque plus un numéro de sécurité sociale qu'une réelle personne, tu vois. C'est dit, quand tu vois 40 patients à la journée, 5 fois par semaine, c'est dur de te rappeler du prénom de chaque personne, par exemple. Ouais. Tu vois? Donc moi, quand je reçois les personnes, l'avantage, c'est que bah, du coup, j'ai un nombre plus réduit de patients, mais je connais leur vie. Je connais leur nom, leur prénom, leurs problèmes conjugaux, leurs problèmes avec leurs enfants. Et tout ça, du coup, ils se sentent importants. Et ils le sont d'ailleurs, ils sont importants pour moi, tu vois. Donc, encore une fois, en fait, je pense que les meilleures leçons business, entre guillemets, il faut qu'elles soient honnêtes. Si ça transpire le mensonge et l'hypocrisie, ça fonctionne pas, tu vois. Donc moi, quand la personne, je la rends importante, c'est parce que réellement, elle est importante pour moi. Donc je m'intéresse réellement à ses problèmes. Donc il faut que ce soit limité, il faut que ce soit important, et de toute façon, après, il faut que le service, il soit bon. Mhm. La plage privée, tu peux avoir la plus belle plage privée, être recommandé, machin et tout. Si quand tu viens, le matelas, il est pas bien, ou le cocktail que tu sers, il est pas bon, ou j'en Ou que sais le rien, serveur il est con. ou que le cerveau, il te parle mal, Mhm. tu y reviens pas, quoi. Ouais. Donc, du coup, à partir de là, bah, j'ai appliqué ça, c'est-à-dire qu'en gros, j'ai essayé d'être le meilleur. J'ai essayé de faire en sorte que quand les patients viennent, ils se sentent importants et que je m'occupe d'eux. Et apparemment, ça a fonctionné, quoi. Mhm. En tout cas, pour l'instant, on verra après plus tard, mais pour l'instant, ça fonctionne. Dans ce développement d'activité, c'est quoi le défi le plus important face auquel tu t'es retrouvé confronté ou une anecdote spécifique et comment est-ce que tu as surmonté ça? Comment est-ce que tu es passé par-dessus? Bah, je pense que l'anecdote la plus drôle, c'est bah, du coup, quand tu commences, tu fais zéro, Ouais, puisque oui. bah, c'est évident, hein, il n'y a personne qui vient. Donc, j'ai fait zéro pendant 4 mois. Ok. Donc, je vivotais grâce au coaching, hein. Mhm. Je sortais pas grand-chose des coachings, mais je vivotais grâce au coaching. Et une semaine, avec les patients que j'ai eus et tout, j'avais fait 300 euros. Mhm. Et j'étais allé voir mon père, bon, qui pour lui, il n'y croyait pas vraiment. Et je lui ai dit, tiens, regarde, j'ai réussi à faire 300 euros cette semaine. Et il m'a dit, profites-en, tu feras jamais plus. Ah, ah, ah. Celle-là, et tu sais, je crois que c'était un anniversaire qu'on fêtait enfin bref, il y avait toute la famille, quoi, Ouais. hein. Moi, j'étais content et tout. J'ai dit, pam, regarde, j'ai réussi à avoir mes premiers Ah, patients. puis t'as Tac. lâché ça devant tout le monde. Ah ouais. Ah bah lui, là, c'est pas un problème pour lui. Ok. Du coup, voilà, ça c'est, je pense, que ça a été. Et là, du coup, la difficulté que j'ai rencontrée, c'est de se dire que personne n'y croit. Mhm. T'es tout seul, mec. T'es sur ton bateau, t'es tout seul. Si j'abuse, parce que encore une fois, franchement, mon ex-femme elle m'a soutenu tout le long. Vraiment, elle y a cru dur comme fer. Donc, je peux pas dire que j'étais tout seul. On était Mhm. deux. On était Ouais, deux. ça fait Mais beaucoup. quand tu vois que ton entourage proche, il y croit, ou alors il va te dire qu'il y croit pour te faire plaisir, mais tu sens que pas vraiment. Ouais, ça c'est chaud. Mhm. C'est chaud. Ok. Mais bon, après, faut savoir ce que tu veux. Et puis encore une fois, moi, ça m'a renforcé dans l'idée de dire, ok, je peux y arriver, quoi. Je Mhm. peux y arriver. Donc ça, je pense, que c'était le plus gros, le plus dur. Le plus dur, vraiment, l'entourage. L'entourage, faut vraiment se méfier de son entourage, hein. Parce que l'entourage, ça peut être un support exceptionnel, mais ça peut être tellement un boulet. Ouais. Faut vraiment se méfier, hein, de son entourage. Et je parle pas dans les relations sociales, il faut couper les ponts avec sa famille, machin. Je suis pas dans ce délire-là. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut se méfier parce que bah, si tu l'écoutes de trop, des fois, bah, t'avances pas, quoi. Oui, puis Comme surtout pour que, eux, ça paraît pas possible. voilà. Bah, du coup, ils te limitent à leurs propres perceptions qui sont pas les tiennes, quoi. Donc, moi, je pense qu'il faut vraiment se méfier de son entourage. Mhm. Aujourd'hui, ton entourage proche, on met la famille en dehors de ça, mais ton entourage proche, il est constitué de gens qui ont le même type d'activité professionnelle que toi, pas du tout, ou c'est un peu mélangé? Alors, moi, mon entourage proche, il a pas évolué depuis 15 ans. Ok. Donc, c'est vrai que là-dessus, je suis très, très limité. C'est vrai que je laisse peu de Mhm. personnes rentrer, tu vois. Parce que c'est vrai que j'estime que pour être ami, entre guillemets, et que pour que, en fait, contrairement à ce que ça pourrait laisser penser, je suis assez influençable. En tout cas, l'avis des autres peut assez facilement agir sur mon mood, sur mon mental, tu vois. Et comme du coup, je le sais maintenant, je m'en protège dans le fait où je laisse pas tout le monde me donner son avis. Mhm.
Donc les seuls avis que j'écoute, c'est des personnes qui sont là depuis, je te dis, ouais, je réfléchis, ouais, au moins 15 ans, avec qui on a traversé des épreuves, qui m'ont vu échouer, réussir, et moi de même. Donc eux, leur avis, à la rigueur, je vais l'écouter. Le reste, je mets quand même une grosse barrière. Je suis pas facilement accessible en termes pour vraiment Ok. créer des connexions, des liens sociaux, c'est pas évident. Mhm. Parce que justement, il y a cette faculté humaine, de toujours donner son avis, quoi, Ouais. alors qu'on l'a pas demandé. Mhm. Euh, et en fait, on se rend jamais vraiment compte de l'impact que peut avoir une simple phrase, hein, sur la perception que l'autre va avoir. Et des fois, on s'en rend pas compte. Moi, je le vois avec des patients. Tu vois le discours de certains médecins ou chez des patients, tu sais, anorexiques à qui on le remarque pas, mais des gens qui vont faire ah t'as maigri, tu vois. C'est pas à Mhm. la base, c'est pas méchant, tu vois, mais en fait, si l'avis il est pas demandé, faut pas le donner, quoi. Ouais. Et ça, c'est très très compliqué pour l'être humain. Moi, le premier, hein, j'essaye de me l'appliquer, mais c'est pas toujours évident. Et du coup, bah, j'ai un entourage très très restreint, très très Moi, restreint. quand quelqu'un me raconte un truc, je demande toujours, en fait, est-ce que tu veux mon soutien ou est-ce que tu veux mon avis? Ouais, bah ouais, ouais, c'est Voilà. ça. Et Ouais. puis, bah, si tu veux de mon soutien, bah voilà, je te fais un câlin et puis je te dis que tout va bien aller. Puis après, si tu veux mon avis, bon, bah, en général, si tu viens me le demander, tu sais que je vais être honnête. Donc, il faut aussi faire avec. Je- Ah oui, oui. Si tu Mm. demandes un avis, tu t'attends à avoir un avis. Mais Mhm. je trouve que donner son avis sans qu'il soit demandé, c'est un tort humain, ça. Tu vois. Oui, et puis je trouve Euh, que ça dénote aussi une certaine perception que tu as de toi-même. hum, C'est-à-dire de te sentir légitime de pouvoir donner ton hum, avis tout le temps hum. à n'importe qui. Ah ouais. Je te posais la question par rapport à l'entourage parce que je vois souvent quand même, sur Instagram forcément, mais tu sais, des punchlines de style ouais, si tu veux réussir, en fait, tu dois t'entourer exclusivement que de gens qui font la même chose que toi, mais qui sont au stade supérieur de ce que toi tu voudrais être. Et puis, bah, je suis pas d'accord avec ça. Je suis pas d'accord avec ça. Moi, ben, j'ai aussi un peu le même entourage depuis. Alors, je suis un peu plus vieux, depuis une vingtaine d'années. Mais j'ai besoin d'avoir des gens autour de moi qui font pas la même chose que moi, sinon tu es tout le temps dedans, quoi. Ah, bah moi, mes témoins, il y en a un, il est agent immobilier Mhm. et l'autre, il est enfin, directeur adjoint dans une banque. Ouais. Voilà. Donc, ils ont pas. Et le troisième, il est barman. Ouais. Ah, bah, ça fait du bien aussi, puis ça me montre d'autres perceptions et tu peux Ah ouais, discuter ouais, dessus, quoi. c'est très hétéroclite, hein. Ouais. C'est quatre situations sociales qui n'ont rien à voir, hein. Clairement. Vraiment. Après, grâce à mon travail, mais si tu veux, ça, c'est mon cercle proche. Tu vois, moi, Mhm. j'estime qu'en gros, si je devais dessiner mon entourage, j'ai plusieurs cercles. J'ai Oui. mon cercle proche avec ma famille. J'ai un cercle plus élargi avec des potes que je vais côtoyer plus souvent. Et après, j'ai un cercle encore plus élargi avec des relations plus de travail. Et effectivement, dans mes relations de travail, j'ai quasiment que des personnes qui réussissent mieux que moi, Mhm. pour le coup. Mais elles sont loin, quoi. Tu vois, Ouais. j'ai besoin d'avoir moi, j'ai besoin de ce noyau-là qui me sert un peu De tampon. ouais, c'est ça, de soutien, tu vois, de stabilité, de savoir que je peux y revenir quand il faut, quoi, tu vois. Mhm. Savoir que mon père, quand il faudra, il est capable de mettre une gifle, quoi. Ouais. À 30 ans, peu importe, quoi, tu vois. Et voilà, c'est important pour moi de me dire, j'ai ces gens-là qui me connaissent, ils savent qui je suis, eux, tu vois, Mhm. parce que ça aussi, hein, c'est un truc, les gens, ils sont persuadés de te connaître, tu vois, ils se connaissent depuis 2 mois et ils te connaissent, quoi. Et donc, ils savent quand je perds les pédales, parce que je perds assez vite les pédales. Mhm. Ils savent me ramener les pieds sur terre, tout ça. Moi, j'ai besoin de ces gens-là, c'est sûr, j'ai besoin de ces gens-là. Clairement. Pour en revenir à pour en revenir à ton boulot, est-ce que tu t'es déjà retrouvé face à une potentielle patiente ou un potentiel patient qui te dit, ben voilà, moi j'aimerais commencer la kiné, là t'expliques que tu es déconventionné et la personne elle monte sur ses grands chevaux puis elle dit, ah, non, moi c'est hors de question, puis finalement tu arrives à la ramener et à lui faire un suivi. Non. Non, les gens arrivent directement ou Non, tu non, les non, envoies non, chier. non, non, je la convainc pas. Ok. C'est-à-dire que le nombre de fois. Alors maintenant, c'est beaucoup plus rare parce que les gens qui ont mon numéro, ils l'ont sur recommandation, donc ils savent quand ils m'appellent comment ça se passe. Mais au début, genre, le nombre de fois où on m'a raccroché au nez, c'était catastrophique. On m'a dit que j'étais une honte pour la kiné, une honte pour la France. Ah ouais, non mais alors c'est Ah souvent les ouais. personnes âgées qui s'emballent. Ok. Parce que c'est vrai que pour eux c'est incompréhensible, et bon après c'est discutable, mais en gros ils se sont battus toute leur vie machin pour les droits, pour la sécurité sociale, pour payer des impôts machin, pour que ce soit remboursé, et là le petit jeune il arrive, il leur dit non non, moi si vous voulez que je vous soigne il faut payer. Il te laisse même pas le temps d'expliquer pourquoi, comment, etc. C'est quoi, ah, nanana, et puis bah il raccroche quoi, et puis il raccroche quoi. Ok. Parce Il que raccroche. du coup, ton service, comment est-ce qu'il s'articule? C'est une séance de kiné, c'est un suivi,
C'est sur une semaine, c'est sur 3 mois. C'est quoi ta formule ou tes formules? En fait, ça va dépendre si tu es en présentiel, parce que maintenant je fais aussi du distanciel pour essayer de suivre les personnes qui sont à l'étranger. Mhm, Euh, le présentiel, c'est des séances de kiné où tu vas venir. La première séance, c'est une séance de bilan. Donc le bilan, il va durer entre 1 heure et 1 heure et demie. Tu vois. Donc mhm. ça, En fait, il faut savoir que tu arrives de la sécurité sociale, une séance avec un patient, c'est 16 euros brut. Mais c'est 20 minutes. Bah, tu l'as fait durer le temps que tu veux. Normalement, on t'oblige à faire au moins une demi-heure. Waouh. D'accord? Donc 16 euros brut la demi-heure. Après, tu as des patients, moi, un bilan, une demi-heure, je suis incapable de le faire. Attends, 2 secondes. 16 euros brut. Admettons que tu sois kiné indépendant. Ouais. Euh, T'es conventionné, Hmm. tu touches 16 euros brut, on va dire, sur la demi-heure avec ton patient. Hmm. Une fois que l'URSSAF est passé, que si, que ça, sur les 16 euros brut, il te reste combien en poche? Bon, je sais pas, 7. Ah ouais. Ouais, donc en fait, t'as pas tellement le choix, quoi. C'est Ah non, t'as pas le choix. Mais ouais. il faut. Moi, les gens, je suis le premier un peu à dénoncer le système, mais les kinés, ils ont pas le choix. Si tu veux. Alors maintenant, ils essaient de faire un entre-deux, c'est-à-dire qu'ils demandent un dépassement d'honoraires. C'est-à-dire qu'ils demandent aux patients de payer 5 ou 10 euros de plus. Non, mais même, c'est pas. Mais ça reste, tu vois. Donc en gros, je pense que l'État, ils veulent pas que les kinés y mangent. Mhm. Après. Après, le problème que j'ai moi aujourd'hui, parce qu'il y a des pétitions qui passent en France. Tu sais, nous, on fonctionne beaucoup sur la pétition, etc. On n'a pas encore fait la grève des kinés, mais ça viendra sûrement un jour. Où ils demandent une revalorisation salariale à l'État. Et en fait, moi, cette pétition, par exemple, je ne l'ai pas signée. Parce que le truc, c'est que en France, tu as des kinés qui font extrêmement bien leur boulot et qui essayent de faire bien leur boulot et qui, forcément, eux, se retrouvent un peu la corde au cou, Mhm. financièrement. Puis après, tu as une grande majorité des kinés, parce qu'il ne faut pas croire que c'est la minorité, hein, mais tu as tous les cabinets usines. Ouais. Qui eux par contre ça roule en Cayenne quoi, hein. C'est 10-15 patients par l'heure, un dans chaque box, je mets une électrostimulation, un peu de massage, boum, ça circule quoi, tu vois, vu qu'à chaque fois tu prends 16 euros peu importe combien de temps il reste et que c'est pas vraiment contrôlé par la sécurité sociale. Et moi je doute très fort que ces gens-là, si je passe la séance de je sais pas moi de 16 à 30 balles, ils se disent d'un coup de manière éthique ah oui non mais là maintenant je vais prendre un patient à la demi-heure et je vais faire correctement Ouais. mon Non, travail. ils vont faire la même Ils chose et vont puis faire ils la même vont chose, ils rouler vont en prendre pas encore en plein. Cayenne, mais en, En Urus. en Urus, ouais. Mais tu vois, et moi, c'est ça qui me dérange. C'est-à-dire que mon argent des impôts, j'ai aucun problème à le donner pour financer les kinés qui s'échinent à la tâche et qui essaient de faire ce qu'ils peuvent et qui Mhm. essaient de faire les meilleurs soins possibles, qui se forment, etc., qui dépensent des milliers d'euros pour se former, être bons, etc. Moi, ces gens-là, ok, il faut les augmenter. Mais dans ce cas-là, vous me renforcez le système de contrôle. Mhm. Parce que je refuse de payer plus cher des personnes qui font qu'escroquer la sécurité sociale, quoi. Mhm. Parce que là, il y a Oui. zéro système de contrôle. Ah, quasiment. En fait, je crois que le système de sécurité sociale, il vient de contrôler si t'es dénoncé. Ah ouais. Ouais, il faut encore que Alors, le on est la patient. France, hein, quand même, hein. Je ne vais pas Non, oublier mais qu'on est un petit passif, hein. ça veut dire qu'il faut quand même que le patient, il se rende compte qu'en fait, l'ultrason ou l'électrostimulation, c'est peut-être pas suffisant dans son cas, qu'il aurait peut-être besoin Ouais. de réhabilitation, d'exercice ou de manipulation. Et que, ouais, ouais, non, c'est un Ouais, bordel. souvent, c'est entre kinés, hein, que ça Ok. fait de la délation, hein. Ah, bah, Ah, écoute. héritage, hein. C'est un peu de chez nous, ça, hein. Et Ok. du coup, voilà, c'est comme ça que ça se passe. Donc, moi, évidemment que c'est pas assez bien payé un kiné en France. Mhm. Évidemment, mais comme plein d'autres métiers, hein. Ouais. Je veux dire, de toute façon, tout ce qui est soumis à la rémunération de l'État est généralement pas bien payé. Mais le truc, c'est que s'il n'y a pas de contrôle, je vois pas bien l'intérêt d'augmenter les prix, quoi. Mhm. Ok. Et donc, une séance, ce serait 60 euros la demi, 16 euros pardon, la demi-heure en conventionné. Et du coup, toi, pour ton bilan qui va durer entre 1 heure et 1 heure et demie, tu demandes combien? 100 euros. Ok. Le bilan, il est à 100 euros. Ouais. Et puis après, la séance. Et après, la séance, bah, ça dépend ce qu'il y a le travail à faire. Parce que Ok. en gros, en fonction du bilan, je vais pouvoir déterminer à peu près pour combien de temps la personne elle en a. Combien de temps vont devoir durer les séances? Parce qu'il y a des séances qui doivent durer 1 heure, d'autres 1 heure et demie, et d'autres elles peuvent durer que 20 minutes, tu Mhm. vois, en fonction de ce qui se passe. Et je vais pas faire payer le même prix à celui qui reste 1 heure et demie que celui qui reste 20 minutes. Donc à partir de là, j'adapte le tarif Au besoin. au besoin exactement. Ok. D'accord. Et le nombre de séances au besoin aussi. Donc en fait, ça varie. Et tu fais quoi? Tu fais un devis?
Une Ouais, offre? ah ouais, par contre, moi, je fais toujours un devis qui sache à peu près à quoi s'attendre. De Ok. toute façon, alors je suis plus extrêmement sûr de cette règle, mais quand je m'étais installé, on me l'avait donné, depuis je l'ai fait. Mais je crois que quand tu factures plus de 70 euros, tu dois faire un devis. Ok. Donc, comme je facture toujours plus que 70 euros, je fais toujours un devis, que la Mais personne, elle quand sache. tu factures plus de 70 euros pour un suivi ou pour un one-shot? Ouais, moi, De je me manière prends. générale. Ouais, ouais, moi, Ok. j'évite tout. Tu sais, là, encore une fois, hein, la France, c'est bien sympa, mais faut faire attention à l'administratif, quoi. Donc, moi, je me prends plus la tête. Je fais des devis. Ça me prend pas longtemps. Mhm. Je fais des devis en voiture, en voilà, tout dans un classeur, parce que on sait jamais ce qui peut se passer, quoi. Ok. Donc, Et est-ce que ça s'est déjà arrivé du coup de te retrouver avec des devis qui sont pas acceptés? ah oui. Ok. Oui, 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 bien sûr. Il y a des gens. En fait, bon, de moins en moins, parce que, encore une fois, les gens qui viennent. En fait, moi, je m'adapte à personne. Je dis, bon, voilà, voilà ce qu'il faudrait faire. Qu'est-ce que vous avez comme budget? Parce que c'est le cœur du problème, il est là, on va pas se mentir. La personne, si elle avait un budget illimité, elle ferait plein de séances. Mais c'est quoi votre budget? Ok, vous avez ça comme budget, voilà ce que je vous propose. Plus forcément le budget, il est réduit, plus il va falloir que la personne, elle soit autonome à la maison. Mhm. Parce que moi, à chaque fois, je les suis, c'est-à-dire que tous les jours, ils reçoivent un message pour savoir comment ça va, pour savoir si les douleurs, elles s'améliorent ou pas. Si je leur donne des exercices à faire, ils en reçoivent des vidéos, on échange, etc. Donc, c'est aussi ça le service que je propose. C'est-à-dire que ils sont pas juste abandonnés toute la semaine et pris en considération 2 fois par semaine pendant la séance. C'est-à-dire que tous les jours, on est en communication. Quand ils ont une question, ils m'appellent, ils m'envoient un message, ils ont leur réponse, ils sont rassurés, etc. Donc, c'est tout un suivi, ce qui permet d'ailleurs généralement de raccourcir le temps de rééducation. Si la personne elle a les moyens de faire 3 séances par semaine, bah on fait 3 séances par semaine. Si elle a les moyens d'en faire qu'une, et ben il va falloir que les deux autres, elles se les farcissent toutes seules chez elles. Ok. Donc, quand tu dis, parce que ça c'est important de bien le spécifier pour les auditrices et les auditeurs, parce que c'est un sujet qui revient très souvent, c'est quand la personne que tu as en face de toi, on va l'appeler ton prospect ou ta prospect, elle n'a pas les moyens pour payer l'offre que tu lui proposes, c'est pas que tu fais la même offre pour un prix plus bas, c'est que tu enlèves dans ton offre des trucs que tu ferais toi-même, que tu lui laisses faire à elle. Ah ouais, ouais. Ah non, mais moi si tu veux, je négocie, enfin comment dire, je les négocie, mais je ne diminue pas mes tarifs. Ok, Parce que de mon point de vue, ce serait diminuer ma valeur. clairement. Tu vois. Ouais, d'accord. Donc je travaillais dur pour arriver là, je travaille dur tous les jours pour essayer d'être au top des connaissances sur mon domaine. Encore une fois, j'essaie d'être un peu spécialiste, donc ce qui fait que je ne fais pas tout, mais ce que je fais, j'essaie de vraiment être à la pointe de ce qui se fait. Je peux pas commencer à descendre les prix parce que le problème c'est que c'est toujours pareil, c'est que si tu descends les prix une fois, tu vas les descendre toute ta vie tes prix. Tu vois. Donc non non, voilà ce que je sais combien je vaux, je sais à peu près à combien de l'heure je veux me situer. Et je leur propose un truc qui est adapté à leur tarif. Après, ils Mhm. peuvent, ils Ouais. peuvent, ils peuvent pas, ils peuvent pas. Mais quand Sachant tu, que ouais. Mais quand tu dis adapter, c'est dans la quantité de trucs que tu proposes que tu vas ouais, c'est ça, toi-même c'est faire. ça. Ouais. On va dire que je me paye en premier. Mhm. La première chose que je regarde, c'est est-ce que moi, je m'y retrouve. Parce que si je m'y retrouve pas, à la fin, tu finis par faire du mauvais travail. Tu vois, tu finis par dire, ah putain, il faut que j'aille faire ça, ou il faut que je fasse ça, mais en vrai, je suis payé que ça, est-ce que vraiment ça vaut le coup et tout, nani nana, et tu finis par moins être engagé dedans. Donc moi, je garde quand je travaille, je sais pourquoi je le fais, et, euh, et au moins je suis sûr de maintenir une certaine qualité, quoi. Mhm. Tu vises, c'est quoi pour toi un tarif horaire qui est bon pour ton business et qui te permette de vivre dignement? Ah ben moi je suis à peu près à 100 euros de l'heure, hein. Ok. Globalement, on est sur à peu près ces tarifs-là, quoi. Mhm. À Et peu près. toi, ton statut en France, c'est micro-entreprise? Entreprise individuelle. Entreprise individuelle. Ok. Donc, tu as micro-entreprise, micro-entrepreneur et entreprise individuelle, c'est encore un autre truc? Oui, c'est Ok. encore un autre truc. Alors là, par contre, on va rentrer dans un sujet où si tu vas trop loin sur la compta, on va voir, je vais vite N- être limité, quoi. Non, non, c'était pas ça, c'était juste pour délimiter le Ok. statut. Est-ce que tu connais la différence basique entre euh, le micro-entrepreneur et l'entreprise individuelle? Non. Non? Ok. Je paye très cher un gars tous les mois pour Pour pas pas avoir besoin de te avoir. poser la question. Ouais, Exactement. je pense que donc tu as une entreprise en fait. Ouais. Voilà, ok. Donc en Suisse, c'est la différence entre raison individuelle, c'est-à-dire que mon porte-monnaie privé et mon porte-monnaie professionnel sont les mêmes, même si j'ai des Hein, comptes séparés. Et puis hein. après, tu as ce que nous, on appelle la SARL, c'est ta petite entreprise. Et en fait, tu es le patron d'une entreprise, mais l'entreprise, c'est une personne juridique à proprement parler.
Mais je pense que ça Bah, doit être moi, inquiétant. le truc, c'est que on va dire que on a entreprise individuelle parce que j'ai une entreprise où il y a qu'un seul salarié qui est moi. Alors, ouais, donc c'est ça, c'est la SARL. Ok, Voilà. ça marche. D'accord. Ah, ça fait ça fait une bonne fresque de base. Aujourd'hui, c'est quoi une valeur qui est importante pour toi et qui est nourrie et satisfaite à travers le travail que tu fais et ce que tu fais dans ta vie professionnelle de tous les jours? Je me sens utile. L'utilité. Ouais. Ok. Ouais, c'est-à-dire que ça, c'est vraiment quelque chose. Et puis, en plus, c'est fou, hein, mais je le sens sur mon moral. Quand je passe une journée où j'ai rien fait, où j'ai pas Mhm. été utile à la société, à quelqu'un, machin, etc., je me sens pas bien, de Pour mauvaise humeur, aujourd'hui, tu vois, un mood pas bon. pour Voilà. aujourd'hui, tu m'auras été utile à moi si jamais. Voilà. Ah, ça va, c'est Au déjà cas où pas t'as mal. pas d'autres Et patients, voilà. peut-être à d'autres, à des auditeurs ou Et auditrices, sûrement peut-être. aux Voilà, auditrices et aux voilà. auditeurs du podcast, Mais tu ça, vois. c'est important pour moi. Ouais. Ok. En fait, je pense que réellement, hein, alors là, ça rentre très dans la discussion très philo-spirituelle, etc. Mais bon, étant croyant, je pense que réellement, on vient sur Terre pour accomplir quelque chose et être utile. Tu Mhm. vois. C'est, et moi, je pense que ma façon d'être utile, alors je l'ai cherché pendant longtemps, mais ma façon d'être utile, c'est de pouvoir aider les gens à avoir moins mal. Ouais. Voilà. Et Et si je me sens pas utile dans la journée, je dois avouer que. j'avoue que c'est tout à fait louable. Ouais, alors attention, hein, Euh, parce que là, après, on peut parler de tous les défauts, hein. Ça, Oui, mais bien sûr, mais je veux dire, je veux dire, l'être humain parfait n'existe pas et au final, ce qui Ouais, fait la richesse de l'être humain, c'est la manière dont il lutte constamment entre tous ces paradoxes. ouais, bah après, c'est des batailles que je gagne pas tous les jours, mais Ouais, ouais, bah, franchement, dans franchement, l'idée, voilà. honnêtement, je pense que personne ne les gagne tous les jours. Ouais, mais il Personne faut les gagne. avoir l'honnêteté de le reconnaître, tu vois. Ouais. Euh, c'est quoi le revers de la médaille de tout ce que tu fais? Si on devait dire, bon, bah voilà, on La sent que solitude. la solitude? Ah ouais, Ok, solitude. j'allais introduire un peu plus ma question, mais il n'y a pas eu besoin. La solitude. Mais Ok. non, parce que c'est quelque chose que je vis au jour le jour. Euh, je suis tout seul, quoi, Mais parce que à toi, tu exercer comme ça. as ton propre cabinet. Mhm, Avec ta propre salle, j'imagine, dedans? Enfin, mhm, parce que mhm, tu as besoin. mhm, Ok. mhm. Donc, t'es pas dans une autre salle avec du monde Non, autour. Ok. je suis tout seul. Et je peux pas m'associer à des kinés conventionnés. Ok, donc la seule possibilité, c'est d'associer à soit à un préparateur physique, à un coach ou à un kiné Exactement. déconventionné. Exactement. Déconventionné. Ok. Et il n'y a pas, quoi. Ouais. Donc c'est tous les jours la solitude, quoi. Mhm. C'est le plus pesant. Et moi, j'ai toujours dit, donc il y a des gens qui m'ont sollicité pour des projets, etc. Et quitte à gagner un peu moins, si j'arrive à avoir un projet comme ça, alors restant dans la déconventionnée, ou en tout cas que de façon où je peux travailler en gagnant ma vie correctement, je fais si je suis à plusieurs, quoi. Mhm. Vraiment, si tu veux, ça va faire presque, ça fait plus de 10 ans que je travaille seul, quoi. Ouais. Et ça Alors, te pèse? ouais, c'est pesant, hein. Ouais, c'est pesant, c'est pesant. C'est pesant. Et puis comme moi, tu vois, je suis vraiment impliqué dans ce travail, comme je te disais, pour essayer de fournir le meilleur des services, essayer d'être toujours. C'est-à-dire que même quand j'ai fini ma journée, je continue à travailler dessus. Et à la fois, il y a cette solitude et en même temps, ça laisse peu de place à l'autre. Mhm. Tu vois. Bon, ce qui du coup a entraîné ce que ça devait entraîner. Mhm. Mais du coup, bah, tu te retrouves seul au boulot, un peu seul dans la vie sociale. Du coup, Tu tu t'isoles. vis de manière solitaire, quoi. Ok. Tu penses que ça peut se régler? Ouais, bah là, il y a des. Le problème, c'est que ça peut se régler, mais comme tout, en fait, pour régler un problème, il faut faire des compromis. La question est, est-ce que je suis prêt à faire des compromis? Je pense qu'arrivera un jour où je serai obligé, parce que ça aura Mhm. tellement joué sur mon moral que j'en ferai, tu vois. À la rigueur, encore pour l'instant, je suis encore jeune, donc ça va. Mais ouais, je pense que ça peut se faire. Tu vois, là, les projets professionnels, j'en ai quelques-uns qui ont été proposés, qui sont intéressants, des structures qui veulent se monter à plusieurs pour faire des centres de performance, où ça pourrait être intéressant de collaborer avec des gens. Donc ça, pourquoi pas. Après, j'ai eu des projets à l'étranger, mais bon, tu me diras, quitte à être seul ici, autant être seul là-bas. Mais il y a des trucs qui se proposent au niveau professionnel. Après, au niveau personnel, c'est vrai que bah, il faudrait juste que j'accepte de faire autre chose, quoi. Parce que il semblerait que
les lectures scientifiques sur le tendon, ça passionne pas tout le monde. Ouais. Est-ce que le feedback sur la lecture scientifique sur le tendon va passionner la personne qui est en face de moi le soir en Voilà, train de manger, c'est quoi? un truc assez fou Ouais. que je comprends pas, mais quand je lis une étude scientifique et que j'en parle, eh ben, il s'avère que ça passionne pas tout le monde, quoi. Donc il faudra parler d'autre chose. Ok, je comprends. Je comprends, je comprends. J'aimerais bien qu'on fasse un. Je vais profiter de ta spécificité en préparation physique. J'aimerais bien qu'on fasse un point sur la prépa physique pour les sports de combat. Ouais, Et j'aimerais qu'on aborde un sujet qui est l'influence de la weight cut sur les performances en sport de combat. ouais, Dans le sens où, bon, moi j'ai pratiqué pendant longtemps. Je suis pas très grand, tu vois, je fais 1,75 m. Mon poids de forme, il se situe quand même entre, on va dire, 78 et 82 kilos. ouais, Le poids où moi je me sens bien. ouais, Et c'est vrai que quand pour le seul combat que j'avais fait en boxe thaï et puis pour la préparation d'un autre combat, tu as tout le temps des coachs qui veulent te faire descendre très 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 bas en poids. ouais. Et moi, je me suis toujours dit, bah, en fait, plutôt que de descendre très très bas en poids, est-ce qu'on ne devrait pas adapter la stratégie de combat à ton poids de forme? Ah, c'est chaud. Voilà. Et donc, du coup, je voulais discuter un peu de ça avec toi Ouais, et des grosses erreurs qu'on voit en préparation physique dans les sports de combat. ouais. Alors déjà, ça dépend le sport et ça dépend le niveau. On va prendre la boxe anglaise Ouais. et on va prendre niveau amateur. Parce que tu vois, la boxe anglaise, la pesée, elle est en amateur, la pesée, elle est le matin. Mhm, Contrairement au MMA, où j'ai plus de d'athlètes que quasiment tous ceux que je suis, ils sont combattants de MMA, où la pesée, elle peut aller jusqu'à 36 heures avant. mhm, Donc tu gères pas le poids de la même manière quand tu as 36 heures pour remonter ou quand tu as peut-être le combat 10 minutes après, tu vois. mhm. C'est pas pareil. Si tu es en boxe anglaise en amateur, effectivement, je pense que c'est pas forcément intéressant de descendre trop bas. D'être très loin de ton poids de Et forme. très loin de ton poids de forme parce que en fait le temps de rebond que tu vas avoir, il est pas assez important, tu vas arriver, tu t'auras pas récupéré suffisamment. Maintenant, c'est évident qu'il faut regarder les stats. Euh, Tu vois, typiquement, toi, à 1,75, si tu combattais dans les grosses organisations de MMA, on te ferait combattre en 66, quoi. 70 au mieux, Ouais. tu vois. Euh, Maintenant, en anglaise, c'est des styles qui sont complètement différents, tu vois. Et je pense qu'il vaut mieux que la personne se sente à l'aise et puisse exprimer au maximum ses qualités plutôt que d'aller chercher un avantage physique et qu'il puisse plus exprimer ses qualités. Mhm. On a quand même eu bon, ça reste une légende et un extraterrestre, mais on a quand même eu un champion du monde poids lourd qui était Mike Tyson qui faisait 1,78 m. C'est pas très grand, hein. Bon, après, c'est Tu une vois? exception. Enfin, c'est peut-être Non, mais ce que je veux dire, c'est l'exception que dans la voilà, règle. c'est que c'est faisable. Et aujourd'hui, Usyk, chez les poids lourds, il est bien, il fait presque 20 centimètres, 15 à 20 centimètres de moins que tous ses adversaires. Et en Mhm. termes de poids, j'en parle même pas. Et ça l'empêche pas d'avoir battu tout le monde. Ouais. Tu vois? Donc je pense qu'en boxe anglaise, il vaut mieux valoriser l'état de forme physique et les qualités de la personne plutôt que d'aller chercher un avantage physique parce qu'on va être plus lourd que Mhm. l'autre ou plus grand. Maintenant, quand tu dis par exemple en MMA, tu as jusqu'à 36, une période de latence de 36 heures entre la pesée et puis le fight. Admettons que l'athlète soit en moins de 66 kilos. Ouais. On va prendre cet exemple-là. Au début de la cut, il est à combien? De manière générale. Bah, tu sais, je vais te prendre un exemple tout simple parce que là j'en ai un qui est en 60, qui combat en 70. Donc Mhm. j'ai les données très fiables, hein. Il combat en moins de 70 et à l'année il est entre 85 et 88. Oh putain. Donc en fait, il doit lâcher 18 kilos. Mm. On va dire Et ça. en gros, on attaque le cut quand il passe sous les 81, 80, un truc comme ça. Donc il perd ses 5-6 kilos. Juste avec l'entraînement, Voilà, juste machin. enfin, comme on perdrait du poids de Ouais. manière globale. Et après, une fois qu'il arrive, donc la dernière semaine, en gros, quand il arrive à 80-79, là, il perd toute l'eau. Là, la violence commence. Là, la violence commence. Ok. Donc et c'est ça que je cherche à comprendre en te posant la question. Il est à 80. La Ouais, violence commence. ouais, Il fait sa pesée, il est à moins de 70. ouais. 36 heures après, il a quel poids? Il est au moins à 80 quelque chose, hein. Ok. Donc il y a moins 10 kilos en une semaine, Ouais, plus 10 kilos derrière. ouais, Son adversaire en face, il a à peu près la même stratégie. ouais.
Pourquoi est-ce qu'ils combattraient pas en 80, en moins de 80? Parce qu'en moins de 80, t'as ceux de 90 kilos. Ok, ouais, donc en fait, tu vois, c'est ça que mon cerveau arrive pas à appréhender. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est simple. La raison, c'est le pognon. Ok. Ah bah voilà, maintenant mon cerveau il a compris. C'est Explique-moi. qu'est-ce que les fans cherchent? Pourquoi les gens regardent l'UFC? Ils regardent Spectacle. l'UFC pour le sang. Ouais. On va pas se mentir, et ça, c'est dans notre ADN depuis la nuit des temps. Les gladiateurs, on l'a regardé parce qu'ils se tranchaient la tête. Tu regardes l'UFC pour le sang. Quand tu d'ailleurs, et c'est un peu le questionnement du jour. Maintenant qu'on a tous les Dagestanais qui dominent un peu l'UFC avec leur lutte, eh ben on se questionne sur est-ce que ça va pas tuer l'UFC parce que c'est chiant à regarder. Mais on veut du sang. Si tu veux du sang et que tu mets deux mecs de 50 kilos qui se tapent, t'as pas de sang. C'est pas Mhm. impressionnant, ça tape pas fort, il y a pas de KO. Donc plus t'es lourd, plus il y a de chances qu'il y ait de KO. Mhm. Donc du coup, ce qu'ils ont fait, c'est que chaque catégorie, finalement, bah, le gars est lourd. Mhm. Et donc du coup, bah, ça a créé une espèce de cercle, de vague, qui fait qu'en fait, t'as plus vraiment le choix, quoi. Ouais. Parce que si tu fais 80 kilos et que tu dis, ok, je combats en moins de 77, parce que, bon, voilà, je peux perdre 3-4 kilos, etc. Mais les mecs de 77, ils en font 95, mon gars. Ouais. Ok. Donc quand ils viennent et que qu'ils te tapent dessus, ah, tu les sens, hein, Ah oui, 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 tu pour vois, avoir, et pour au avoir. sol et à la lutte, et c'est Ouais. là où c'est pour ça que j'en reviens à la différence avec l'anglaise. C'est comme le MMA, t'as aussi du sol et de la lutte. Quand sur toi, t'as un mec qui fait 10 kilos de plus, tu le sens passer parce que autant sur le pied-point, tu peux essayer de jouer sur tes déplacements, etc., pour compenser le fait que tu sois plus léger. Autant quand vous êtes en phase de lutte, 10 kilos, Ouais. c'est Même 10 en, kilos, quoi. même en striking, hein, si le mec il a, ou la meuf hein, a une bonne gestion de ses appuis et de son transfert de force, même 3 4 kilos, tu les Ah ouais, sens, non, enfin, ah non, c'est, tu les prends pleine face. Mais oui, effectivement, moi, à l'époque où je faisais du grappling, j'avais un gars dans mon club, c'était un gardien de prison, c'était un frigo. Bah, le mec il se couchait sur toi, puis tu pouvais plus rien faire, ouais, non, quoi. mais c'est ça, c'est qu'à un moment donné, le poids, ça joue, quoi. Si on a créé des catégories de poids, c'est pas pour rien, hein. Mhm. Ok. Mais là, tu vois, là, le danger, il arrive, parce que là, à l'heure où on enregistre le podcast, là, il y a le combattant Ortega, là, à l'UFC, il a pas pu combattre. Quand il est arrivé sur la pesée, il était complètement stone, et je crois qu'il a fait un coma, enfin, il a pas. Ouais, parce que enfin, je veux dire, c'est Ah, c'est pas, dangereux. Là, il faut arrêter. Alors, par contre, on va ouais, mettre le MMA, c'est dangereux. ouais. Voilà. Il y a Mais pas. tu parles du sport à proprement parler ou tu Bah, le parles. sport à proprement parler, et le weight cut encore plus. Mhm. Faut pas. Faut pas. Les gens, quand ils défendent le MMA, ils disent oui, mais c'est pas plus dangereux que le rugby. Ok. Ouah. Non, mais Ouais, c'est vrai. C'est tu vrai. Si on penses? regarde franchement les dommages causés par le rugby à l'heure actuelle, c'est terrible sur le corps humain. Mais c'est pas parce que c'est pas plus dangereux que le rugby que ça n'est pas dangereux, en fait. Tu vois, Mais est-ce que cette différence, elle vient pas du fait qu'il y a plus de pratiquants de rugby que de pratiquants de MMA aujourd'hui? Enfin, tu vois, est-ce bah, qu'il n'y a pas un biais d'appréciation sur des stats qui en sont. fait, le biais, c'est que les blessures au rugby, elles se voient pas. Ok, Les commotions cérébrales, etc., tu les ouais. vois pas. Ouais, comme en Au football MMA, tu américain. les vois parce que le gars saigne. Donc là, tout de suite, tu sens qu'il a pris un coup et que ça peut être dangereux parce que la vue du sang te fait associer à la blessure, etc. Mais quand le gars, il se prend un plaquage, parce que quand tu regardes les rugbyman maintenant, avant, ils étaient soit lourds, soit rapides. Maintenant, ils Sauf sont que lourds et maintenant, rapides. t'as, maintenant, t'as des mecs de 100 kilos qui te courent le 100 mètres en 11 secondes. C'est vrai que j'ai vu. Je passe sur un match il n'y a pas longtemps et je me fais cette réflexion et je me dis, putain, c'est abusé le développement athlétique. Ah non, mais c'est C'est colossal. un truc de malade. C'est C'est-à-dire colossal. que ils sont moins, je les trouve moins volumineux que les gros buffles d'avant, tu Hmm. vois, d'il y a 15 ans en arrière. Mais par contre, tu as l'impression que ouais, que t'as que des gars tankés et qui vont Ouais. super vite. Ils vont super. Et donc, imagine lui, quand il te plaque à 23-24 km heure, Ah, le tampon. t'es pas bien, Ouais. tu vois. Le rugby, c'est quand même le seul sport où le gars, il t'enfonce son épaule dans le ventre, il n'y a pas faute. Mais où si tu fais tomber le ballon en avant, on arrête le jeu, quoi. Tu vois, le sens des priorités, il est pas ouf, ouf, ouf. Tu vois, Bon, ça restera toujours mieux que le football américain où tu peux mettre un tampon même au exactement. gars qui a pas de ballon, hein. Exactement. Non, mais tu vois, moi j'avais fait une revue sur le football américain. L'espérance de vie à l'époque en bonne santé d'un joueur de NFL, c'était 46 ans. Ah ouais. Tu vois? Mais c'est juste que ça se voit pas. Là, il y avait une interview de Sébastien Chabal, de Chabal, il disait il se rappelle plus d'aucun match. Mhm, Je veux dire, c'est juste qu'elle se voit pas parce que ça saigne pas. mhm. Mais le rugby, c'est extrêmement dangereux pour la santé. Ouais, ok. Ouais, je vois bien le truc. Et selon toi, c'est quoi le plus dangereux entre le MMA et la boxe anglaise?
Ah, ça, c'est c'est un débat. C'est un grand débat, hein. C'est un grand débat parce qu'en fait, l'inconvénient de la boxe, l'avantage du MMA, c'est que les frappes sont réparties sur tout le corps. Ouais. Plus tu as des phases de lutte, des phases de sol où tu prends moins de coups. La boxe anglaise, c'est 12 rounds de 3 minutes où tu te fais taper quasiment qu'à la tête. Allez, Mhm. tu vas avoir quelques frappes au corps, mais quasiment que à la tête. Après, il y a ceux qui vont défendre la boxe anglaise en disant que c'est des plus gros gants que sur le MMA. Mais les études, elles montrent que même avec des gros gants, les séquelles sur les neurones, Ouais, un gant elles de sont MMA, importantes. c'est un gant de MMA, c'est 8 C'est- 11 et ou Ouais, 6. c'est 8 os et l'autre, on est à du 10-12. Ouais, 10 12. T'as Canelo Alvarez qui t'envoie un pain en pleine face avec un 10. Ah, tu tombes. Voilà. Et tu ne te rappelles plus de rien. Et en fait, c'est bien ça, c'est-à-dire que quand on parle de dangerosité du sport, on parle pas de coupure ou de fracture ou de choses comme ça. Mhm. Il faut bien avoir en tête que les dangers du sport, c'est des vrais dangers qu'on recherche pour la santé, c'est surtout au niveau neuronal. Ouais. C'est tout ce qui est... Et c'est là-dessus que les gens enquêtent, en fait, pour savoir si c'est... Enfin, maintenant, ils enquêtent plus, puisqu'il y a tellement d'argent en jeu qu'ils ferment les yeux, quoi. Mais en fait, le but, c'est pas de savoir si au rugby, t'as plus de chances ou pas de te faire casser le nez qu'au MMA. En fait, on s'en fout que tu te fasses casser le nez, quelque part. Tu vois, c'est Mhm. C'est ta pas... durée de vie de Bah, pratiquant. c'est ça, c'est comment tu vas sortir de ce sport-là, quoi. Tu Mhm. vois. Et Oui. là-dessus, en vrai, tu peux débattre pendant longtemps, mais à partir du moment où tu fais un sport où le but du jeu, c'est de te taper dessus, tu te doutes bien que c'est pas hyper sain. Tu vois. Oui, pour l'avoir fait, Voilà. tout à Va fait. faire de la gymnastique. Ouais, C'est voilà. c'est beaucoup plus sain, tu vois. Je me Mais rappelle des rentrées d'entraînement où tu as fait la session de sparring le lundi soir et en fait, tu passes toute ta nuit à dormir dans le tambour d'une machine à laver parce que ça fait toton, 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 non, toton. mais c'est ça. Tu te réveilles le C'est matin, tu ça. es là, oh putain, ma tête. Ouais. Ouais, mais du coup, dans ces moments-là, tu te doutes bien que c'est pas. Ah, tu te dis pas, j'ai fait quelque chose de bien pour ma santé. Voilà, tu vois, j'ai pas fait une bonne petite séance de mobilité, je sens que je vais mieux, quoi, tu vois. Ouais, je suis. Donc Ouais. non, c'est dangereux. Après, voilà, c'est des risques que les combattants connaissent. Du coup, bah, ils font le choix de le faire ou de pas le faire, quoi. Mhm. C'est autre Ouais. chose. Toi, tu pratiques encore? Moi, je pratique de temps en temps, Mhm. mais je mets beaucoup moins les gants et tout. Moi, j'ai arrêté tout ça le jour où j'arrivais plus à retrouver ma voiture en sortant de la salle, quoi. Ah, c'est un bon indicateur, ça. C'est un bon indicateur. Tu t'es vraiment retrouvé un jour en sortant de la salle et tu t'es Ah dit, ouais, j'ai je mis sais 10 plus où minutes à j'ai la mis. retrouver, je sais plus où j'étais Mec, garé. elle est où ma caisse? J'étais, ouais. Ok. Ouais, non, là, à ce moment-là, j'ai dit, ok, là, vaut mieux arrêter. Et ça me fait rire parce que j'ai mon entraîneur de boxe là qui m'écrit quasiment chaque année pour me dire, ouais, il faudrait que tu reprennes les combats, machin, etc. Ah, j'ai une Donc un jour, intuition je personnelle. céderai, mais plus je vis, moins j'ai envie de céder, donc ça va. Ouais, moi je reste frustré. J'ai fait qu'un seul combat en boxe thaï en 2010. Je me suis fait éclater. Et vraiment mes propres en ordre. Après, j'avais été mal préparé. J'étais pas dans la bonne catégorie de poids. Bref, Mhm, mhm, machin. mhm. Et 2020, normalement, j'étais censé combattre en boxe anglaise. Et puis, bah, il y a eu Covid. Ok. Et puis, bah, après, je suis devenu papa. Après, ci, après ça, machin. Et c'est vrai que je. Ça me démange toujours de dire, ah bah là, je prends 3 mois, je me prépare fort, puis je vais faire un combat juste un amateur, hein, tu sais, même pas un Ouais, truc ouais, de ouais, gala. ouais. Et en fait, le truc, c'est que moi, j'ai pas du tout de notion de violence et d'agressivité. Donc, en Ah, fait, pour combattre, c'est un truc que je dois cultiver. ouais, Parce que ouais. tu peux pas arriver en mode peaceful dans le ring, enfin, c'est pas possible. Non. Voilà, t'es pas obligé d'arriver en mode je vais t'égorger, mais tu peux pas arriver en mode salut, ça va. Ouais, Non, ouais, non. ça peut mal se passer, quoi. Voilà. Et c'est un truc que je dois cultiver. Et au-delà des risques physiques, je crois que j'ai pas spécialement envie de mettre ça dans ma tête, mais on verra. Bah, on verra bien si un jour je te vois arriver à débarquer sur un ring. T'as vu ça? Cool. Merci pour cette petite aparté sur les sports de combat. Je trouve que c'est toujours un sujet hyper intéressant et c'est bien parce que tu as fait de la prévention aussi, donc c'était très carré. Merci. C'est le moment du quiz. Ah, couison. Une dizaine de questions. Le but, c'est tu réfléchis le moins possible aux réponses que tu vas me donner. T'es Ah, prêt? ça, moi, pas réfléchir, c'est pas un truc C'est que je c'est- fais très très bien, c'est hein. bien? Putain, c'est un challenge, ça. Ok, Voilà. allez, 3, 2, 1, c'est parti. Quand tu étais petit, tu jouais à quoi? aux échecs. Oh, putain. Ah, Ouais. Ok. T'as commencé à jouer à quel âge? ah, j'étais à l'école primaire, donc je sais pas quel âge on a en école primaire, mais je devais avoir 6 7 ans. Ok. Et tu joues toujours? Ça m'arrive sur Internet, après j'ai arrêté. J'ai beaucoup joué jusqu'à haut niveau, jusqu'à mes 18 20 ans, et après j'ai Ok. arrêté. Ok. Ça marche. Une leçon que tu retires du jeu d'échecs. Faut anticiper. Ouais, ça me paraît être intelligent. Un aliment que tu n'aimes pas manger. Épinard. Ton outil de travail favori. Le
téléphone ou l'ordinateur, je sais pas encore. Ok. Une de tes manies si tu en as une. Le téléphone. Ta citation préférée. Attends, j'arrive jamais à la donner. C'est Marc Aurèle. C'est la vie ne t'impose jamais quelque chose que tu peux pas supporter. Ok. C'est pas vraiment comme ça, faut la remettre dans l'ordre, mais c'est un truc du style. D'accord. Un gros mot que tu dis souvent. Ah, je suis du sud, moi, c'est putain. Ah putain. Ton film favori. Le dernier samouraï. Ah, ça, c'est bon. Mais toi, c'est pas Rudy qui actuellement passe en boucle la BO la bande originale du Dernier Samouraï pour bosser? J'ai Ah, entendu ça. je sais pas, ouais, c'est possible, mais en même temps, il est passé partout. Je crois il a sorti Maverick aussi. Ok. C'est-à-dire qu'en gros, il a trouvé une instru qui dure 10 heures. Ah putain, il est fou Il ce mec. passe ça en boucle. Il est fou ce mec. Ce que tu aimes le moins dans ton job? Voilà, du coup, La je peux solitude. redire la solitude de tout Mhm. à l'heure? Ouais. Mhm, ça me va. La chanson du moment. Désiré doué, Dédé de Booba. Ok. Si tu pouvais partager un repas avec quelqu'un, quelqu'un qui est ou malheureusement quelqu'un qui n'est plus, quelqu'un de réel ou un personnage fictif, ce serait qui? Denzel Washington. Oh, stylé. Et puis, si tu pouvais recommencer et faire un autre métier, tu ferais quoi? Peut-être enseignant. Une branche en particulier? Philo. Ok. Et puis, une lecture que tu recommandes, peu importe le domaine. Marc Aurèle, Mes pensées. Ok. Marc Aurèle m'a pensé. Le quiz est terminé. Merci. Toi, trop facile. Ça va. J'ai pas été si mauvais que ça, j'ai pas trop T'as été au top. réfléchi. T'as Ouais, été je au me suis top. un peu fait avoir sur deux, trois questions, j'ai un peu réfléchi, mais sinon, ça va. Ok. Euh, Je réfléchis, je réfléchis, je réfléchis. Tu décides de quitter Saint-Cyr, le moment où, tu réalises qu'en fait, ça va pas être pour toi. Ouais. Le toi d'aujourd'hui dit quoi au toi de ce moment-là? Fais confiance à Dieu. Ok, ça va le faire. On va le faire. C'est ce que je me dis tous les jours, hein, donc Moi, ouais, je je suis un suis, truc comme ça, ouais. ok, moi, je suis pas du tout croyant et je suis toujours impressionné de cette confiance et voilà. Fais confiance et ça va le faire. Ouais, bah en fait, c'est-à-dire que l'idée, enfin, je sais pas si c'est le thème, on peut, si tu Bien veux, sûr. mais le but, c'est pas d'être affilié à une religion, tu vois. Moi, par Mhm. exemple, je me sens pas vraiment affilié à une religion. Je trouve qu'il y a eu trop de problèmes liés à la religion pour vraiment m'y affilier. Mais c'est vrai que le fait de croire vraiment, tu vois, au fait qu'il y ait un être supérieur. Alors on l'appelle Dieu, on l'appelle comme on Oui, veut. Moi, oui. des fois, je m'amuse à l'appeler, je l'appelle le designer, des fois, tu vois. Les mecs qui Stylé. designent un peu nos vies, tu vois. Et, euh, et ben, ça te décharge de beaucoup de charges mentales, Ok. tu vois, de stress, parce que comme on est dans un monde qui est de plus en plus anxiogène, tu vois, il y a des guerres partout, sans arrêt en train de te poser la question si tu vas réussir à payer tes trucs, machin, etc. Bref, des fois te dire, ok, je remets ça entre ses mains à lui. Alors ça peut être vu comme un espèce de fuite ou de déni, tu vois, Mhm. mais ça peut être aussi vu comme quelque chose d'apaisant. Ouais. Et ça te permet d'avoir des moments de paix, ce qui est relativement rare à l'heure actuelle. Donc avoir des moments de paix comme ça pour te concentrer sur l'essentiel et en fait tu te rends compte que dans la majeure partie du temps, bah ça finit par bien se passer quoi. Mhm. Généralement quand tu vois quand c'est toujours pas bien fini, c'est que c'est pas fini quoi. C'est très philosophique, ça me parle. Ouais, tu vois, c'est ça. Généralement les choses finissent toujours bien. Mhm. Bon, tu peux trouver 1000 exemples de non, mais Oui, mais parce que c'est peut-être pas la fin. mais parce que c'était pas la fin. Ouais, ok, Exactement. ça me parle. Dans 10 ans, tu voudrais être où ou en être où? Oh, comme aujourd'hui. Ok. J'aime bien ma vie aujourd'hui. Alors, si on change un peu l'aspect solitude, etc., que j'ai donné, mais comme j'en suis pas encore sûr aujourd'hui, je sais pas si je veux du changement là-dessus. Mais c'est vrai que, tu vois, j'ai décidé que, ah voilà, tu vois, comment je vais le dire, je viens d'avoir la phrase. C'est-à-dire qu'il y Ah. a plein de gens qui travaillent pour essayer de s'arrêter le plus tôt possible. Ouais. Et moi, je travaille pour pouvoir travailler le plus longtemps possible. J'ai construit ma vie pour n'avoir jamais à arrêter. Mhm. On m'arrêtera parce que je devrais par rapport à l'âge, la retraite, machin, etc. Mais si je construis ma vie pour pouvoir travailler jusqu'à 90 balais. Bon, bah, t'es déconventionné de toute façon. Tu vois, c'est-à-dire que moi, je construis mes journées pour que je puisse les répéter le lendemain. Mhm. Et quand je fais une journée où à la fin de la journée, je me dis, pouah, ça là, elle était dure, je me dis Ça là, il y fait a un plus. truc qui va pas.
Si je peux pas la répéter le lendemain, c'est qu'il y a un truc qui va pas, faut que ça change. Ok. T'as déjà pu trouver un espèce de point trigger de ce point-là, c'est le point sur lequel je dois pas appuyer, sinon la journée va mal se passer? Faut pas que je dépasse 7 heures de boulot par jour. Ok. Et quand je dis du boulot, ça veut dire, c'est pas, tu vois, parce que les gens vont dire, ouais, non, mais attends, le gars, moi, je travaille 12 heures par jour, etc. Quand je dis boulot, c'est boulot. Ça veut dire, Patient. je suis dedans, Ouais. concentré à fond, etc. Ok. Et en fait, tu te rends compte que quand tu es concentré vraiment 2 heures sur un sujet, ça te consomme énormément d'énergie. Donc ta lecture sur le tendon, C'est du boulot. qui n'intéresse que toi malheureusement. C'est considéré comme du travail. Ok, c'est du travail, ça marche. Ouais, je considère ça. Et en fait, je me rends compte que quand, tu vois, si je prends 5, 6 patients dans la journée, donc je leur consacre toute mon énergie pendant 6 heures, je peux pas en prendre 12. Mhm. C'est pas possible. Je pourrais, hein, par rapport à la demande, etc. Mais ce serait trop compliqué. Là aujourd'hui, quelqu'un qui voudrait être pris en charge par toi, il a du temps d'attente? Non, pas, enfin si, un petit peu, mais pas, je trouve facilement la disponibilité, il y en a toujours un petit peu, quoi. Ok. Bon, faut Ok. pas me demander un rendez-vous dans la semaine, hein, mais Oui, mais dans la semaine prochaine, dans la semaine d'après, ça passe, quoi. Ok, d'accord. Ouais. Mhm. Donc, t'es bien, mais t'as encore un peu de. T'as de Bah, en la fait, je marge pour aller refuse mieux. de trop travailler, Ok. tu vois. Parce qu'encore une fois, moi, mon but, c'est de travailler longtemps. Et je sais que, comme pour tout, si tu fais beaucoup, tu le fais pas longtemps. Ouais, tu dois gérer ton effort. Exactement. Ouais. C'est une course d'endurance, tu Course vois. d'endurance. Et voilà, moi, je sais qu'en gros, je suis à 5, 6 patients par jour. Ok. Voilà. Tu travailles Si 5 jours par semaine ou tu travailles 7, 6 7 sur sur 7. 7 sur 7? Ouais. Par Ok. contre, le but, c'est de travailler tous les jours. Ouais. Mais 7 sur 7, et je fais 5, 6 patients par jour, tu vois. J'ai 5, 6 patients par jour et je fais 1 à 2 heures de lecture scientifique par jour. Mhm. Ça marche. C'est bien. Je trouve ça. Ménager sa monture, ça me paraît être le top. Est-ce que tu pourrais me donner un truc positif sur le monde dans lequel on vit aujourd'hui? Ah, on est en vie. Ah, ah ouais, Attends, c'est vrai que c'était pas mal ça. J'y avais pas pensé. attends. Mais tu veux quoi de plus, Ouais, mec? on est en vie. Voilà. On est en vie. On est Donc en vie. chaque matin, tu te dis un jour de plus. Ouais. Attends, c'est magnifique. Ça pourrait Euh, être pire. Là, j'ai encore une question à te poser, et puis après on aura terminé, mais j'aimerais te poser celle-ci avant. Euh, Tu connaissais Rudy avant d'aller passer un mois chez lui, avant d'être mandaté par lui pour que Ouais, tu le je le connaissais connaissais, rapidement. ok, rapidement. Tu avais conscience de qui c'était dans notre milieu du fitness francophone? Ouais. Ok. Qui en fait n'est pas l'image qu'il. En fait, je me suis rendu compte que mais la nouvelle génération ne le connaît pas, hein. Ah ouais, il y a que nous les vieux qui le connaissons? Bah, vieux, parle pour toi. Je Mais t'emmerde. par exemple, quand il donne des cours en CQP, Ouais. il y a des élèves qui viennent et qui ne savent pas qui il est. Ni les livres qu'il a écrits, ni tout ce qu'il a fait, etc. Ok, mais du coup, ils connaissent qui? Ils Bah, connaissent. Thibaut Inchep, Ah ouais. J'allais dire. ou Nassim, ou Ouais. des Ok. gars comme ça. Mais le problème de Rudy, c'est que il écrit des livres Mhm. ou des articles et que personne ne lit, quoi. Tu vois, plus personne ne lit. Donc c'est ça, tu fais des vidéos en short. Bah, maintenant, il est sur YouTube, etc. Donc peut-être ça marche un peu mieux. Ouais. Et quand tu penses que c'est le premier mec à avoir écrit des articles, le Ouais, premier ouais. mec à avoir fait des suivis à distance, le premier mec à avoir fait des vidéos d'exercices en ligne, les gens, ils savent pas du tout qui c'est. Mhm. Pour contextualiser, donc Rudy t'a mandaté pour aller passer un mois chez lui Mm. pour le former sur euh, ce que toi tu sais du traitement musculo-squelettique. Ouais, c'est ça. En gros, c'était il voulait refaire une mise à jour sur tout ce qui était anatomie biomécanique et Mhm. la prise en charge des blessures, la compréhension de comment fonctionne le tissu conjonctif et les tendons. Mhm. C'est un bon élève. C'est un excellent élève. Ouais, je pense qu'il doit être très studieux. Je le vois très C'est un studieux. excellent élève. Il est épuisant. Ok. Parce qu'il Il pose beaucoup s'arrête de questions. jamais. Il s'arrête jamais sur ces questions. Et puis en plus, comme lui, pareil, il a une vie un peu tournée vers ça. C'est-à-dire qu'à 22 heures, il peut très bien te dire, Hey, j'ai besoin qu'on regarde ça, j'ai une question. Ok. Moi, la question que je voulais te poser, c'était d'un point de vue, tu vois, moi je te demandais quelle était la valeur importante pour toi, tu m'as parlé de l'utilité. Chez moi, c'est la reconnaissance, être reconnaissant envers les autres, mais aussi avoir la reconnaissance de la part des autres. Euh, Qu'est-ce que ça t'a fait quand lui t'a demandé et t'as choisi toi pour aller faire ce truc très spécifique? Qu'est-ce que ça m'a fait? Euh, ça m'a, oui, si, ça m'a. Je me suis dit, ok, cool, tu Mhm. vois, ça peut être sympa et tout. Voilà. Pas, ok, rien de fanfaron, Non, quoi. en fait, moi, j'essaie d'être assez stable dans mes émotions. Ok. C'est-à-dire qu'il y a peu de choses qui me
comment dire, Qui te catapulte. qui me catapulte, mais il y a aussi peu de choses qui vont venir me détruire. Ok, Enfin, tu vois, ouais, j'ai peu d'excellentes nouvelles, mais j'ai quasiment aucune ok. très mauvaise nouvelle. Donc Mm. ça m'a fait plaisir parce qu'effectivement, quand même, tu te sens un peu important. Tu dis, il y a un gars. Mais le fait que ce soit Rudy ne change rien. Ça aurait été quelqu'un d'anonyme, ça aurait été pareil. C'est Ok. plus le fait que quelqu'un me connaisse et se dise, tiens, lui, il a quelque chose à m'apprendre. Et moi, du coup, je me suis senti utile. Je me suis dit, ah tiens, là, je vais avoir un mois à être utile à quelqu'un. Mhm. Donc ça m'a fait, c'est plus ce côté-là, quoi. Ok, cool. Est-ce que c'est une expérience que tu referais éventuellement avec quelqu'un d'autre? C'est un truc Ah que oui, tu as oui, kiffé? oui, moi Ouais. c'est voilà un mois, c'est-à-dire que tout le monde peut pas le faire. Ouais. Mais je suis des gens, tu vois, on est en mentorat, donc je les ai chaque semaine comme si j'étais leur enseignant, tu vois, on échange, etc. Mhm. pour les former sur différents sujets. Donc c'est moi transmettre, à partir du moment où je suis utile, j'enseigne à la fac de sport, transmettre, échanger, moi c'est quelque chose T'enseignes à qui la me fac plaît. de sport actuellement? Mm. Ok, cool. T'enseignes quelle branche? Ils m'ont mis un thème entraînement fonctionnel. Alors après la fac de sport, c'est-à-dire qu'ils te mettent un thème et après Tu fais ce que tu veux dedans. tu fais un peu ce que tu veux. Ouais. D'accord. Ouais. Bon, on pourrait repartir pour 1 heure et demie de discussion sur qu'est-ce que l'entraînement fonctionnel, mais on va peut-être se garder sous le coude. Est-ce que tu aimerais dire un dernier truc aux auditrices et aux auditeurs qui nous ont écoutés pendant à peu près 1 heure et demie là? Bah déjà merci. Avec plaisir. Parce que s'ils nous ont écoutés pendant 1 heure et demie, c'est-à-dire qu'on a pris 1 heure et demie de leur temps, c'est précieux le temps. Donc merci de nous l'avoir consacré. Et j'espère qu'ils auront appris des choses. Et s'ils ont des questions, je serai ravi d'y répondre. Mhm. Du coup, ce qui amène à la... Et, Ouais, et si j'ai dit des bêtises, je serai ravi de savoir lesquelles. ok, ça marche. Et du coup, ce qui amène à la deuxième et dernière, enfin, la dernière question plutôt. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Du coup, moi, je suis sur Instagram, donc sur Motion Therapy Expert. Et après, dans la bio d'Instagram, il y a tous les liens utiles, donc soit vers le podcast Puissance Santé, soit vers la newsletter Human Better. Enfin bref, pour Ok. ceux qui seront intéressés par ce que je propose, ils retrouveront tout dans la bio Instagram. Donc, du coup, le podcast Puissance Podcast, c'est ça? Puissance Santé. Puissance Santé, c'est ton podcast. Ouais, c'est le mien. Ok, et du coup, tu abordes quoi comme sujet? Bah, j'imagine de la santé. Bah, du coup, en fait, tous les 15 jours, j'interviewe quelqu'un, Mhm. un peu comme ce que tu viens de faire, dans le domaine du sport et de la santé. Donc, c'est des médecins, des chirurgiens, des sportifs. Ça dépend un petit peu de qui je peux réussir à trouver des sujets qui m'intéressent. Mhm. Et sinon, tous les autres 15 jours, il y a ce que j'appelle le blabla en solo, où je vais parler tout seul d'une thématique sur l'entraînement, le tissu conjonctif, le tendon, la kiné, la rééducation, des choses comme ça. Ok. La synthèse de la dernière lecture et tout. Ça, c'est sa dernière lecture. Ça marche, cool. Valentin, merci beaucoup pour ce temps que tu as consacré au podcast à moi et aux auditrices et aux auditeurs. C'était très cool de t'avoir et du coup d'apprendre un peu plus à te connaître. Tant mieux. Si j'ai pas été Euh, trop chiant. Ah non, je trouvais ça très très sympa. Très très très. Et j'aime bien quand ça prend pas de détour, ça dit les choses comme ça doit être dit. Voilà. Euh, J'aime bien les gens francs. C'est toujours agréable. Français? Non? Franc? Franc et français? Ouais, ça dépend. Bah, tu vois, ma mère est française, donc je peux pas non plus cracher sur ma propre moitié, tu vois, ça va pas aller, mais ouais, on va dire ça dépend. Arrête-toi là, c'est bon. Alors, on va dire ça dépend. Mais après, de toute façon, les cons, il y en a partout. Donc, merci beaucoup pour ça. Je me réjouis de faire découvrir ton parcours aux auditrices, aux auditeurs. Enfin, du coup, qu'ils l'ont découvert. Pour les auditrices et les auditeurs, merci beaucoup d'avoir passé un petit peu plus presque 1 heure et demie avec Valentin et moi. J'espère que vous aurez apprécié le podcast autant qu'on a eu du plaisir à l'enregistrer. Pour celles et ceux pour qui c'est le premier épisode, eh ben, bienvenue dans le podcast de Fundamentals. Et pour les autres, comme d'habitude, merci pour votre fidélité. On se retrouve à très bientôt pour un nouvel épisode. Valentin, à bientôt. À Bye bientôt. bye. Bye. Et les auditrices et auditeurs, à bientôt tout le monde.